Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique du Conseil municipal. Alors donc, nous sommes le 10 juin et nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons la bienvenue aux gens aussi qui nous suivent par Internet. Merci à nos techniciens pour votre magnifique travail. Alors donc, on est très heureux de vous avoir et vous êtes pour le moins de grands professionnels puisque nos problèmes techniques sont à peu près inexistants avec vous. Alors, merci infiniment. C'est un excellent travail. Alors, Madame la greffière, est-ce que vous avez des éléments à ajouter à l'ordre du jour? Non, l'ordre du jour est complet, Monsieur le maire. Alors, parfait. Alors, Je propose la résolution. alors donc, Madame la greffière, avant de passer à la période de questions, alors, nous avons eu l'occasion, le 29 mai dernier, n'est-ce pas, d'inaugurer, de dévoiler la programmation estivale du Quai Paquette. Alors, donc, évidemment, ça va être une programmation, comme d'habitude, qui est assez intéressante. Je retiens d'abord les 24 heures scolaires, les 15 et 16 juin. Alors, donc, c'est un événement grand public qui va réunir, tenez-vous bien, des élèves des quatre coins du Québec pour connaître leurs actions en matière de développement durable. Vous savez que les bourses scolaires sont maintenant reconnues et que ça a commencé à Lévis, les bourses scolaires, et qu'en matière de développement durable, je peux vous dire une chose, c'est un modèle partout au Québec, à un point tel où il y aura un grand rassemblement d'élèves aux quatre coins du Québec qui vont venir sur le Quai Paquette pour faire connaître leurs actions en matière de développement durable. Il va y avoir des kiosques sur l'éco-responsabilité, des animations diverses et donc des spectacles qui vont combiner magie, danse et science. Bien sûr, nous serons au rendez-vous. Il y aura beaucoup d'élus qui seront présents au rendez-vous. Madame Paradis va être là, qui, effectivement, s'occupe du dossier d'environnemental. Nous allons également avoir notre spectacle d'ouverture du Quai Paquette le 21 juin. Alors, je tiens à vous aviser que chaque jour, 2500 à 3000 personnes fréquentent le Quai Paquette. C'est vraiment un lieu identitaire maintenant reconnu par les citoyens de Lévis. Et ce lieu identitaire-là, nous en sommes maintenant très fiers. Alors, je tiens à vous dire qu'on va poursuivre la navette Paquette qui transporte les gens à la traverse de Lévis, donc à des prix très faibles, gratuits pour les enfants, 2 $ pour la navette. Et donc, ce spectacle-là, il va y avoir au programme des jeux gonflables, un gala d'humour dans l'après-midi. Le soir, il y aura des groupes également qui vont se produire sur scène. Donc, l'animation familiale commence à 15 h, gala d'humour à 19h30, spectacle son et lumière avec nos fontaines d'eau à 21 h. Et le spectacle Big Time Band vers 21h30. Et après, donc, on aura le spectacle Son et Lumière qui se poursuivra tous les soirs du 21 juin au 29 septembre. Festivière de Lévis qui nous revient cette année, et au niveau, et qui réunit les micro-brasseurs du Québec. Succès, incroyable. Et à saveur artistique également. Puisqu'il va y avoir 60 micro-brasseries présentes, mais également, il va y avoir des expositions d'art, des murales, la musique sera également à l'honneur. Donc, ça, c'est du 27 juin au 30 juin. On va avoir les arts de la rue. Les arts de la rue, c'est nouveau cette année, puisque Diffusion culturelle nous a proposé de donner 10 spectacles des arts de la rue pour que les comédiens, les artistes viennent à la rencontre des gens pour les faire sourire, les surprendre et les divertir. Alors, il y aura 2 ou 3 représentations par spectacle. Ce sera le 4 juillet, le 13 juillet, le 25 juillet, le samedi 3 août, le samedi 8 août, le jeudi 15 août. Et à voir la programmation, les gens qui vont venir sur le Quai Paquette vont vivre avec, nos artistes vont vivre quelque chose au niveau des arts de la rue qui va être unique, puisque ça amène les jeunes souvent à participer à ces activités-là. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. Alors donc, on va avoir aussi le spectacle Surface, donc, qui va réunir les artistes spectacle Surface, dont le thème cette année est viré à l'envers. Alors, ça va en mettre plein la vue, évidemment, aux spectateurs. Et qu'est-ce qu'on a démontré avec ce spectacle-là? On a démontré qu'on peut attirer des gens avec des artistes de la relève émergente. Alors, on est très, très fiers des résultats, puisque l'an dernier, on a attiré 20 000 personnes au spectacle des arts de la relève. C'est dans les domaines du cirque, de la danse, de la musique, etc. Cette année, on va avoir 20 artistes. Imaginez-vous, il y a 180 artistes qui ont envoyé un démo de leur savoir-faire par vidéo.
Et il y en a une vingtaine, 20-25 qui ont été choisis cette année encore pour donner le spectacle. On a vu quelques aperçus de ce que ça va donner. Et vous allez voir que notre relève a du talent. Donc, 20 000 personnes, c'est quand même assez exceptionnel. Grand Feu Loto-Québec, bien, je pense que c'est un incontournable. C'est la fête populaire la plus rassembleuse. Lévis-Québec, c'est un trait d'union entre les deux rives. La plateforme va être encore mieux située cette année. Et on va avoir l'ouverture du site, l'ambiance, la bouffe, les bars, les spectacles dansants, les spectacles pyro-musical, bien sûr. Et ça va être tout aussi intéressant. Alors donc, c'est à ne pas manquer les Grands Feux Loto-Québec. On parle de chaque année maintenant. On est passé de 170 000 et maintenant, on est rendu à 300 000 spectateurs chaque année. C'est phénoménal. Sur le Quai Paquette, on parle de 10 000 personnes chaque soir qu'il y a une représentation, uniquement sur le Quai Paquette et donc tout le long du fleuve également. C'est une activité qui est très importante. Et nous revenons avec la Grande Roue du 6 au 15 septembre. Et dans le cas de la Grande Roue, on est en appel de projet actuellement pour avoir une Grande Roue qui serait présente tout le long de la période estivale. La condition qu'on a mise, c'est d'avoir des prix et des coûts qui vont être semblables à ce qu'on voit ailleurs. Alors donc ça, pour nous, c'est important. Alors donc, d'avoir donc des prix abordables pour la Grande Roue, des prix familiaux, comme on voit ailleurs. On va avoir également donc nos cuisines de rue et toujours notre biblio mobile qui va faire le tour. Donc, on a, vous le savez, une biblio mobile, une bibliothèque mobile. Alors, cet été, elle va encore être présente au Quai Paquette, puisque ça a connu un beau succès. Sans compter le lieu historique du chantier ACDV, etc. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est intéressant. Au niveau du chantier des vies, alors, on a une bonne nouvelle. Vous avez vu que le gouvernement fédéral s'apprête à intégrer le chantier des vies dans la stratégie nationale donc d'acquisition des navires, donc de la construction navale au Canada. Actuellement, 2 chantiers y sont associés, un dans l'Est, dans les Maritimes, et un dans l'Ouest canadien. Alors, je tiens à vous dire que j'ai eu l'occasion de vivre de très belles expériences récemment, puisque la mairesse de Saguenay, elle est Mme Josée Néron, est venue ici à la Lévis. Elle était accompagnée d'une quarantaine de personnalités, de gens d'affaires du Saguenay qui profitent énormément des retombées économiques du chantier des vies et qui sont venus dire à quel point c'est important. Le 31 mai, on a également reçu la mairesse de Longueuil qui est venue, elle aussi, avec des développeurs, donc des gens d'affaires de son milieu pour dire à quel point ils tenaient au chantier des vies. Et là, bien, la bonne nouvelle, c'est que si le chantier des vies est considéré dans la stratégie nationale de construction navale, vous savez qu'en dehors de 16 milliards de dollars qui a été octroyé aux 2 autres chantiers, il y a au moins entre 18 et 20 milliards de contrats qui restent à être accordés. Alors, si des vies fait partie de la liste, donc maintenant des contrats qui seront accordés, ça vous donne une idée de l'ampleur des contrats qui vont pouvoir être accordés à la Lévis. C'est parti. Vous avez vu les 2 traversiers récemment qui ont été accordés. Alors, il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup d'activités. Et sachez une chose, la présence de la mairesse de Saguenay et de la mairesse de Longueuil qui viennent témoigner que c'est bon pour l'économie de Longueuil et que c'est bon pour l'économie de Saguenay. Je vais recevoir cette semaine, je crois, oui, c'est bien cette semaine, le maire de Sherbrooke. Parce que, honnêtement, il y a beaucoup de milieux d'affaires à Sherbrooke. Pourquoi? Parce que maintenant, la stratégie de Lévis, si on construit l'armature du navire, on construit la coque, etc., mais on fait affaire aux meilleurs experts au Québec, donc pour soit les éléments de télécommunication et ces choses-là. Alors, vous allez voir à quel point ça peut être intéressant sur le plan économique. Chaque emploi créé par la Lévis crée 3 emplois ailleurs. Alors, donc, voilà pour les éléments intéressants. J'arrive aussi d'une courte mission à Caen, parce que c'était le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Donc, j'ai été invité par le maire de Caen à participer au débarquement à ce 75e anniversaire. Il était du devoir du maire de Lévis d'y être, puisque vous savez que c'est notre régiment de la Chaudière, qui est cantonné ici à Lévis, qui a libéré la ville de Caen, une ville de 100 000 habitants. Et au moment où ils sont débarqués dans la ville, il y avait déjà 35 à 40 % de la ville qui avait été entièrement détruite. Alors, c'est donc dire l'impact qu'a eu le régiment de la Chaudière. Et je tiens à vous dire, Isabelle m'accompagnait, et je tiens à vous dire qu'on était drôlement impressionnés partout sur le parcours à Caen. Les drapeaux du Canada flottaient dans toutes les maisons. C'est incroyable de voir à quel point ces gens-là ont un devoir de mémoire qui est assez phénoménal, mais il faut dire aussi que c'est le débarquement de Normandie, c'est 156 000 soldats, 385 000 personnes, juste à partir de l'Angleterre, à l'aube et dans la nuit. Alors, c'est 7 000 navires.
qui ont quitté l'Angleterre vers le débarquement de Normandie. C'est le plus gros regroupement de forces alliées dans le monde qui a jamais été vu, un déploiement d'une force pour des valeurs de liberté, de paix. Alors, je tiens à vous dire que les Canadiens, parce qu'il y avait 5 plages au débarquement de Normandie, les Canadiens étaient en charge du débarquement à Juneau. Et donc, le débarquement à Juneau, c'est 17 000 Canadiens qui ont débarqué à Juneau. 5 000 sont décédés. Alors, on a visité aussi, le mémorial canadien. On a visité le mémorial américain. Et je tiens à vous dire que chaque année, tenez-vous bien, 5 millions de personnes visitent les mémorials de la Normandie. Et ce qui fait assez spécial, Mme Demers pourra en témoigner, c'est que le régiment de la Chaudière est plus connu en Normandie qu'il l'est ici même à Lévis, où il cantonne. Ça vous donne une idée quand même de l'ampleur, de la reconnaissance de la France et de l'Europe pour cette libération qui fait en sorte que si aujourd'hui on est ici ce soir et que les gens peuvent prendre le micro pour poser leurs questions, c'est parce qu'on est dans un système démocratique exceptionnel, là, et ces valeurs-là ont été chèrement gagnées. Donc, on est très fiers. Je ne sais pas, Isabelle, si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que ça a été vraiment impressionnant. En fait, cette semaine-là qu'on a passé, les 6 jours qui ont été là avec plusieurs cérémonies où on a participé, on revient avec le souvenir qu'il y a des gens qui sont partis d'ici pour aller leur permettre de vivre en liberté aujourd'hui. Alors, ce devoir de mémoire-là, lui, ils l'ont, mais nous aussi, on l'a ici, de se rappeler que ça s'est passé, puis qu'il y a des gens, des Québécois, des Lévisiens qui sont allés là-bas pour leur permettre de vivre libre aujourd'hui. Oui, et Madame Demers a tellement raison, c'est que il faut aller voir pour constater tout le sacrifice des soldats canadiens. Et vous n'avez pas idée à quel point, par exemple, on était à Roux, une petite ville dans laquelle s'est rendu le régiment de la Chaudière avant de visiter l'aéroport local, qui était l'aéroport de Carpiquet, où là, tenez-vous bien, ça a été un siège extrêmement difficile. Vous allez comprendre que les Allemands ne voulaient pas céder cet aéroport-là. Juste dans le régiment de la Chaudière, il y a eu 65 morts pour tenter de prendre l'aéroport. Alors, ça vous donne une idée. Et à Roux, on a eu des témoignages extraordinaires de gens qui venaient nous voir. « Ah, vous êtes le maire de Lévis, c'est le régiment de la Chaudière, Lévis, on savait ça, etc. » J'ai dit oui. Ben, dis-moi, voyez-vous, mon père avait une ferme et il a reçu le régiment de la Chaudière parce que le régiment de la Chaudière était obligé d'attendre un petit peu à Roux parce que eux autres étaient plus en avance au niveau de cette plage-là que les autres plages. Alors, les mouvements se faisaient en simultané et il y avait pas mal d'Allemands dans les alentours de Roux. Fait qu'ils ont dit, on va attendre un peu ici, on va se préparer pour l'invasion de l'aéroport de Carpiquet, mais ils attendaient les instructions. À ce moment-là, ils ont campé sur une ferme et il y a une madame qui est venue me voir, une madame assez âgée qui est venue me voir en disant, « Bien, mon père les a accueilli votre régiment sur sa ferme. Et c'est moi qui allais leur porter le lait le matin. Et le boulanger de Roux, qui, à un moment donné, lui, c'est quelque chose, c'est une histoire assez extraordinaire. Alors, le boulanger de Roux avait une fille, et c'est elle qui livrait le pain aux soldats canadiens. Et finalement, il y a un membre du régiment de la Chaudière qui est tombé en amour avec cette fille. Et il a dit, après la guerre, je vais venir te rechercher. Il lui est retourné, on les a tous compté ça, c'est vraiment impressionnant, là. Et là, il est retourné la chercher après, sauf qu'il avait perdu ses jambes à la guerre. Alors là, il l'a appelé pour dire, je pense que je ne pourrais pas aller te chercher, de toute façon, tu ne voudras peut-être plus de moi. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Alors finalement, ils ont décidé de se marier et elle est venue vivre ici au Québec. Alors, ces histoires-là, là, c'est incroyable. Il y en a énormément, et surtout dans les petites places. Les gens ont encore plus de mémoire de ce qui s'est passé parce que les populations sont un peu plus petites. Alors donc, Roux, Carpiquet et finalement la ville de Caen qui a été libérée, où on a eu une cérémonie là où les Canadiens sont arrivés. Donc, c'est à Caen, en France d'ailleurs, c'est une particularité. Toutes les rues vous amènent à un petit centre-ville, un peu comme à Paris. Toutes les rues vous amènent à un petit centre-ville. Et là, on était à ce petit centre-ville-là pour une cérémonie. Et si vous aviez vu les drapeaux canadiens, c'était impressionnant, émouvant. Même on en est encore ému ce soir quand on y pense, parce que c'est vraiment impressionnant de voir à quel point la démocratie peut coûter cher, souvent, mais à quel point
c'est fondamental de l'avoir. Alors, je n'irai pas plus loin sur Caen, mais on en a profité pour signer une belle entente de coopération avec la Ville de Caen. Les autres, c'est 100 000 de population. Le maire de Caen, qui est un personnage exceptionnel. Et on a signé une entente de coopération. On ne parle plus de jumelage. On parle plus d'entente de coopération. On va mettre nos universités ensemble pour qu'ils puissent travailler ensemble, nos centres hospitaliers, etc. Alors, on va y aller plus vers des rencontres, mais entre les institutions, les entreprises elles-mêmes, donc, plutôt qu'une forme de jumelage. Alors, dans le fond, on a retenu les thèmes du développement économique, soutien aux entreprises, développement durable et gestion des ressources énergétiques, éducation, culture, francophonie et la mémoire. La mémoire étant quelque chose d'important. Et s'il y a un peuple qui se soucie de la mémoire, c'est bien la France, et ils le font de façon admirable et exceptionnelle. Je donne juste un exemple. La ville de Caen, c'est 100 000 habitants. Juste pour vous donner une idée, l'hôtel de ville à Caen, c'est à peu près la même grosseur que le Parlement de Québec. Un monument historique dans lequel, d'ailleurs, une chapelle attenante qui date du 15e siècle, une chapelle attenante qui contient les restes de Guillaume le Conquérant. C'est vraiment impressionnant d'être plongé dans l'histoire à ce point-là. Alors, je voulais vous le dire. Et là, on a une dernière petite mission qu'on va faire bientôt, qui est celle de Grand-Quevilly, parce que Grand-Quevilly, on fête les 50 ans, donc, de jumelage avec Grand-Quevilly. Alors, donc, on n'a pas le choix d'y être. Je pense que Steve va m'accompagner, parce que Steve s'occupe du développement industriel, ainsi que Karine Laflamme, qui s'occupe de la main-d'œuvre. Et on veut encore là développer plus des ententes de coopération que du jumelage. Vous voyez ce que je veux dire? On veut vraiment mettre en relation des organismes et des institutions pour que ça fonctionne. Et nous, on va essayer d'être des facilitateurs, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'aller là chaque année. Alors, ça va être vraiment, nous, on va prendre le dynamisme de chacune des communautés, puis on va faciliter leurs relations entre eux. On va faire la même chose bientôt à Grand-Quevilly. Alors voilà, en même temps aussi, vous avez vu ce matin, on a lancé notre projet. Il y a eu le lancement par Dessercom du projet d'hôtellerie hospitalière. Donc, un magnifique projet, donc entièrement financé par Dessercom. Et ce matin, on est allé à la première pelletée de terre. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire avec le centre intégrant cancérologie. Maintenant, on offre tous les services à l'Hôtel-Dieu de Lévis, y compris la radiothérapie. Et il y aura un petit hôtel pour accueillir les gens. Écoutez, j'en suis pas revenu, là. Je pense que la tarification pour une chambre d'hôtel, qui va avoir 2 lits dans la chambre, une lit, évidemment, pour la personne qui doit subir la radiothérapie, mais elle va pouvoir avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice avec elle, tu sais, pour pouvoir loger, dans cette chambre d'hôtel. Et je tiens à vous dire que ce qu'on s'est fait dire, c'est que la tarification oscillerait entre 30 et 35 $, repas inclus, par jour. Ça va être quelque chose de fantastique. Imaginez-vous pour les gens qui ont moins les moyens financiers, parce que la radiothérapie, une des contraintes, c'est que vous êtes obligé de suivre la radiothérapie pendant plusieurs jours d'affilée. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, si vous venez de Thetford ou si vous venez d'ailleurs? Alors, donc, il faut que vous vous logiez quelque part. Alors, c'est vraiment un magnifique projet qui va nettement améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et de nos concitoyens. Alors, voilà, en gros, les événements de la soirée. Et également, aujourd'hui, je termine juste là-dessus, imaginez-vous, on a fait l'inauguration du boulevard Étienne Dallaire aujourd'hui. Donc, c'est un magnifique boulevard. Alors, je vous invite à aller le voir. Et dès cette année, on amorce, vous l'avez certainement vu à un moment donné, qu'on a fait un certain élagage parce qu'on amorce à partir de la rue Guillaume-Couture à 4 voies l'élargissement de la Côte du Passage jusqu'à Étienne Dallaire. On va aller rejoindre Étienne Dallaire cette année. Et à partir d'Alphonse Desjardins, sur le Étienne Dallaire déjà existant, on va faire le repavage au complet. Et on planifie pour l'an prochain, avec Serge Côté, on a M. Serge Côté, on est en train de regarder ça. On planifie aussi le prolongement d'Étienne Dallaire en allant jusqu'à Charles-Rodrigue à 4 voies. Donc, je pense que vous allez voir, ça va être un des plus beaux boulevards. Et là, on commence le prolongement de Saint-Omer à 4 voies, éventuellement pour aller jusqu'à l'autoroute 20, pas éventuellement, certainement dans les... Là, c'est 2019, les travaux commencent cette année. 2021-2022, on va poursuivre le prolongement de Saint-Omer jusqu'à l'autoroute 20. Et les négociations vont très bien avec le ministère des Transports pour l'ajout d'un nouveau viaduc au-dessus de l'autoroute 20. Ce qui veut donc dire que vous arrivez de Thetford, vous arrivez de Montmagny, et vous voulez aller à l'Hôtel-Dieu de Lévis, vous allez avoir une sortie sur l'autoroute 20 directement sur Saint-Omer à 4 voies jusqu'au boulevard Guillaume-Couture. Alors, ça va être vraiment quelque chose de fantastique. Alors, on est allé ce matin à l'inauguration d'une première phase exceptionnelle. Et je tiens à remercier mon collègue Guy Dumoulin,
qui est évidemment président du comité de projet, qui est en charge de notre comité de projet, oui, notre bureau de projet, c'est-à-dire, et qui en même temps s'occupe de tout ce qui est urbanisme à la ville. Alors, Guy a apporté un rôle majeur avec les équipes, évidemment, les élus municipaux au niveau des arrondissements. Alors donc, c'est un magnifique projet et ça s'inscrit dans le cadre de la densification qu'on veut y faire. J'invite à aller voir, il y a un kiosque d'information pour le projet Humano. J'invite à aller voir les nouveaux concepts d'habitation qui se font aujourd'hui, qui vont se faire de plus en plus, où tout est maintenant axé sur la qualité de vie. Alors, M. Dumoulin, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, puis après ça, on va passer à la période de questions. Effectivement, ça va être un projet unique dans la ville. C'est une première. J'espère que ce ne sera certainement pas la dernière parce que c'est la tendance qu'on voit où c'est tout intégré. Les gens peuvent travailler, y vivre, consommer et se récréer dans un même environnement. Et c'est très intéressant. Vous allez voir, puis les promoteurs, c'est déjà très avancé dans toutes les phases de leur projet. Et quand ça va se mettre, c'est déjà commencé à construire, mais lorsqu'on aura le parc va être construit en même temps que le projet, parce qu'il va y avoir un beau parc linéaire accessible, il faut savoir, accessible à toute la population. Donc, c'est pas un parc linéaire pour les gens du coin, mais bien pour toute la population. Ça va être très intéressant. Ça va être avec le golf à côté, un milieu de vie extraordinaire. Fait que vraiment un beau projet. On prévoit 2500 à 3000 unités. Je vous rappelle qu'on a un rythme de construction d'environ 1500 nouvelles unités d'habitation par année, ce qui est le double de notre objectif. Aujourd'hui, avec le bureau de projet et la direction de l'urbanisme et les diverses commissions, nous sommes de plus en plus exigeants maintenant sur les projets que nous acceptons dans notre ville. Il faut que le volet de qualité de vie soit très fort maintenant. Donc, c'est une belle évolution aussi dans nos dossiers, dans nos approches. Alors, ça fait le tour. Alors, on pourrait maintenant passer, si vous le permettez, à la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Allez-y, madame. Oui. Bonsoir, mon nom est Marie-Pierre Lessard. Je voulais m'adresser à M. Genet, mais il n'est pas là, donc je m'adresse directement à vous. J'aimerais vous remettre un document pour que vous puissiez bien comprendre ma requête. Oui. Allez-y, madame. Ça va me faire plaisir. En même temps, on va le déposer à madame la greffière pour qu'elle puisse le distribuer aux membres du conseil, si vous êtes d'accord. Oui, ça vous va. Allez-y, ma chère. Bon, alors, donc, on est dans quel secteur, finalement? On est à Saint-Nicolas, sur la route Lagueux. OK. Donc, ce que vous voyez, la page, donc, ce qui est encerclé en jaune, en réalité, pas en jaune, mais en rose, c'est votre terrain de la ville, qui est le dépôt en neige de Saint-Nicolas. OK. Je suis voisine de ce terrain-là, et comme vous pouvez le voir sur cette page-là, en arrière, il y a 2 terrains qui sont exploités comme sablières. Donc, M. Langlois, qui a vendu cette année, nouveau propriétaire, je ne sais pas son nom, et en arrière de ça, c'est EBC. Comme vous savez, EBC, en ce moment, sont en train de refaire l'échangeur de la 305 depuis 2 ans. Et avant ça, il y avait d'autres travaux. Moi, je reste au 909 route Lagueux depuis 2005 et j'ai vu une augmentation assez fulgurante du trafic de camions dans ces sablières-là. Depuis 2017, j'ai entrepris des démarches auprès de la ville, au service à la clientèle. J'ai eu la chance de parler à plusieurs intervenants au niveau de la ville qui m'ont fait des promesses de long en large pour me dire qu'ils allaient m'aider à régler mon problème. Tout ce qui était de demande d'application d'abat poussière et compagnie, les compagnies faisaient une fois, puis après ça, ça laissait tomber. La rue est jamais nettoyée. Ça fait que chez nous, j'ai un problème constant de mai à octobre, de nuages de poussière. Je suis plus capable d'étendre mon linge dehors. La piscine est tout le temps pleine de sable. La maison aussi. Également, les camions commencent à freiner en avant de ma maison. Donc, quand EBC part une journée à des centaines de camions à la journée qui freinent et qui décollent en avant de ma maison, c'est très désagréable. L'année passée, en septembre, j'avais fait une nouvelle plainte parce que je fais des plaintes depuis 2017 puis qu'il n'y a rien qui change. On m'avait dit, fais une nouvelle plainte, on va essayer de le régler avec les gens qui travaillent à la ville. Si ça ne fait pas, vous irez au conseil de ville. Donc, vous pouvez constater ce soir que ça n'a pas fonctionné. Monsieur Gingras, qui est à l'urbanisme l'année passée, m'avait dit, on va régler ton problème, on va faire appliquer le règlement sur la nuisance, on va faire un constat par chemin qui donnerait des amendes automatiques aux entreprises qui laisseraient le chemin sale. Et il avait accepté ma proposition que j'avais demandé de faire changer l'entrée du dépôt des sablières, parce qu'en réalité, les 2 sablières ont droit de passage sur le terrain de la ville, et c'est vraiment la section en bleu qui est entourée qui pose problème. Si vous allez comme l'autre côté du terrain,
il y a une autre ligne bleue que nous, à cet endroit-là, il y a déjà une entrée, que les camions sont capables de rentrer sur ce terrain-là. Donc, on demandait, nous, que EBC, que l'Anglois doivent passer sur cette section-là du terrain plutôt que juste à côté de chez nous, et ça réglerait tous nos problèmes. Bon. En avril, j'ai recommuniqué avec M. Gingras pour voir si le projet avançait. Et depuis ce temps-là, c'est lettres mortes. Il ne répond même plus à mes courriels. Donc, voilà, je m'adresse à vous en vous demandant ce soir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, s'il vous plaît? On est un peu désemparés. Alors, la problématique est reliée au camionnage au niveau des sablières, c'est ça? Je comprends. Et ce que vous nous dites, c'est que ces gens-là passent tout près de chez vous. Oui, à Donc, moins ça fait de beaucoup de 100 mètres, camionnage. mettons, ouais. Et là, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait des solutions alternatives qui pourraient être envisagées. Oui, puis M. Gingras, qui est à la Ville l'année passée, il avait affirmé que la solution qu'on avait demandé finalement de déplacer l'entrée, parce qu'on ne veut pas que, quand les camions travaillent dans la benne de sable en arrière, ça ne nous dérange pas vraiment. C'est vraiment le problème, c'est lorsque les camions passent en avant de la maison et lorsqu'ils sont sur la portion qui appartient à la Ville. Alors, peut-être, M. Rousseau, est-ce que vous avez eu vent de ce projet-là? Ou, non, pas à mon niveau. Mais, donc, M. Gingras, là, a eu des contacts, mais c'est pas monté dans la machine. Est-ce que c'est ça que je comprends? C'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'entends. OK. Parce que avant que M. Gingras me parle, moi, c'était M. Poisson à qui avait été délégué Parfait. le dossier, et lui, il a relégué ça à M. Gingras. Donc, je parle à peu près à 8 personnes par année différentes, et tout le monde dit oui, on va régler ton problème. Puis dès que j'insiste un peu en demandant des suivis pour savoir quand est-ce que ça va se faire, tout le monde arrête de me parler. Fait que là, je recommence, on me réfère à une autre personne. Fait que là, ça fait 3 ans que c'est invivable. Je comprends. Votre situation... Merci en passant pour la carte. Bien, ça me fait J'aime plaisir. Je voulais juste être sûre que ça enfin, soit qu'on clair. Non, mais savez-vous pourquoi? Parce que souvent, même moi, mon exécutif, je dis, avez-vous une carte qu'on puisse voir? Mais je voudrais vous féliciter d'avoir Merci. pris la peine de déposer ça. Peut-être au niveau, parce que M. Dumoulin suit de façon plus particulière avec les autres membres du conseil de l'arrondissement, les présidents d'arrondissement, les dossiers en urbanisme. Avez-vous eu vent de ce dossier-là? Non, absolument pas. C'est sûr qu'on a le contrôle sur l'agrandissement des sablières, ça, on contrôle bien ça. Sur le trafic, non, mais votre adresse exacte? Moi, c'est le 909 route Lagueux. 909? C'est à peu près à 100 mètres de l'entrée. OK. En réalité, l'entrée pour où les camions ont le droit de passage, là, c'est vraiment collé sur l'entrée du dépôt à neige. Oui, absolument. Fait que, tu sais, nous autres, ce qu'on voulait, c'est que cette entrée-là, ce droit de passage-là, soit redéplacé vers le nord, vers la Marie-Victorin, en réalité, ce qui nous éloignerait d'environ 700 mètres, ce qui laisserait le temps à la poussière de retomber, puis que les camions freineraient plus loin de chez nous. Donc, ça, tu sais, c'est une solution, puis je peux pas croire Qui que... apparaîtrait viable, dans le fond. Ça pour serait vous. beaucoup plus viable. C'est juste ça que je demande, mais on dirait que toutes nos demandes restent... Lettre morte, comme on Lettre dit. morte, c'est en plein ça, oui. Est-ce que vous pourriez donner votre nom, Madame Bourassa. Bourassa, Oui, et Marie-Pierre Lessard. demain, si possible, j'aimerais que quelqu'un de la direction générale vous contacte Oui. pour d'abord prendre l'information d'abord, voir parce que peut-être qu'on a quelque chose aussi qui a été déposé, puis que on va regarder ça dans le cadre d'un prochain programme traînal, j'en sais rien, parce que c'est au mois de juillet qu'on commence à travailler là-dessus. On va regarder ça et soyez assurés qu'on va faire une analyse très sérieuse de votre demande. Si le besoin est, là, j'ai également monté un dossier de photos et de vidéos de ce qu'on endure depuis 3 ans, parce que régulièrement, Ouais. je faisais des suivis, puis j'envoyais des photos et des vidéos aux personnes concernées. J'ai également là, toutes les communications par courriel que j'ai eues avec les gens de la Ville. Bon, ben, c'est sûr qu'en plus, avec les travaux actuels de construction, c'est quand même un gros projet, là, tu sais. Oui, bien ça, la 305, là, c'est plusieurs centaines de camions par jour quand ils se mettent à voyager pour remplir le viaduc, là. C'est plusieurs C'est ça. centaines de camions par jour. Mais ce que vous dites, c'est qu'il existerait peut-être des moyens d'atténuer tout ça. Tout à fait. Puis avec les communications que j'avais avec M. Gingras, lui, il disait que la solution que nous, on avait apportée, c'était ça qu'il avait l'intention de Que ça faire. faisait du sens. Que ça faisait du sens, mais depuis le mois de mai, je lui ai écrit pour avoir des échéanciers, pour voir si le dossier arrive, puis il répond même plus à mes courriels. Ah bon, OK, là, il y a un problème de communication. Hein? Alors, on va regarder ça. Merci infiniment d'avoir beaucoup. pris la peine de nous exposer votre situation. Excusez-moi, madame, vous pouvez aller voir. Oui, n'oubliez pas de donner Vous vos... donner vos coordonnées, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Jean-Guy Larouche. Moi, je demeure en fin du parc de la Martinière et tout près du nouveau pavillon d'accueil qui est en train, dont la construction vient de se terminer. J'aimerais savoir quel sera le coût final de ce beau bâtiment-là et est-ce que la Ville aura du personnel pour donner de l'information aux visiteurs aussi dans ça? Bien, dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est que globalement, le chalet de service, le pavillon d'accueil du parc de la Pointe-la-Martinière s'inscrit dans le cadre d'une volonté de la Ville de Lévis d'offrir donc
des lieux d'arrêt dans tout le parcours qu'on est en train de faire. Vous allez voir d'ailleurs au niveau de la signalisation, vous allez voir sur les parcours, il va y avoir une meilleure signalisation qu'on va mettre en branle dès cet été. Et le parc de la Martinière fait partie de nos 10 ou 11 grands parcs urbains dont on veut assurer l'aménagement et le développement. Alors, vous avez notre parc de la Grande Plaie Bleue à Pintante, qui est le parc écologique. Chez vous, c'est le parc conservation. Nous avons un parc plus récréo-touristique à la traverse de Lévis. Vous avez le parc linéaire du parc La Rivière-et-Chemin. Vous voyez un peu notre déploiement. Alors, sur ces éléments-là, on essaie d'avoir des chalets de service ou des pavillons d'accueil. Alors, au niveau du parc de la Pointe-la Martinière, on a la chance parce que ce projet-là est inscrit dans le cadre de la trame bleu-verte de la Communauté métropolitaine de Québec. Alors, pour ce projet-là, on a eu une subvention de 300 000 donc à ce niveau-là. Alors, ce qui veut donc dire que le chalet, en tout et partout, va avoir coûté 700 000 à la Ville. OK. Voyez-vous, c'est quand même intéressant, mais en même temps, c'est un point de jonction qui est maintenant essentiel, surtout avec la nouvelle passerelle vélo qu'on a faite au-dessus de l'autoroute 20 pour aller rejoindre la véloroute de Bellechasse. Il s'avère qu'il n'y avait pas de place d'arrêt intéressante dans cette zone-là. Tu sais, pour les gens qui veulent soit aller aux toilettes, soit pique-niquer. Des fois aussi, on fait du vélo, il y a une petite brume, tout à coup, ça vire en pluie. On aimerait bien ça avoir un endroit pour s'abriter. Alors là, les gens vont pouvoir utiliser ce chalet-là qu'on a voulu le plus esthétique possible pour ne pas nuire à votre vue. En passant, j'espère qu'on a réussi. Il n'y a pas de problème. OK, bien, c'est à peu près ça les coûts, grosso modo, là. Et avec Mme Paradis, on va avoir l'occasion bientôt de l'inaugurer et on va vous inviter parce qu'on sait que vous faites partie des grands amis du parc, de la Martinière, puis on en est très fiers parce que si ce parc-là est maintenant conservé, on vous en doit une partie, ainsi qu'à tous ceux et celles qui étaient dans votre équipe pour en assurer la préservation pour les générations futures. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, ça ne répond pas à une de mes questions. Est-ce qu'il y aura du personnel de la Ville, je ne sais pas, mais les fins de semaine, et ainsi de suite, pour répondre? Pour le moment, on envisage que ça va être progressif, l'ajout de personnel. Cet été, on a prévu l'installation de caméras de surveillance, par contre. Il va y avoir des caméras de surveillance sur les lieux. Mais cet été, on va plus y aller, étant donné que c'est nouveau, comme un pavillon d'accueil où les gens peuvent s'arrêter, et salles de bain, etc. Mais pour le moment, on n'a pas pensé encore à l'animation parce qu'il faudra qu'on développe la deuxième phase, qui est la réalisation des sentiers à l'intérieur du parc. Et ça s'en vient en passant. Vous allez voir, on s'en vient avec un magnifique projet de ce côté-là aussi. Au même titre qu'on va avoir des projets intéressants pour le parc des Chutes de la Chaudière. Mais honnêtement, pour cette année, ça va peut-être être plus un pavillon où les gens peuvent s'arrêter pour pique-niquer, utiliser les installations publiques qu'on a là, etc. Et en même temps, les gens vont pouvoir louer la salle aussi. Okay. Parce qu'il peut y avoir des activités d'organiser, tu sais, réunions familiales, etc. Nous, on sera disposés pour la louer à ceux qui voudront l'avoir. Si jamais j'avais besoin de bénévoles, je suis là. Oui, j'en ai pas de doute. Puis merci pour tout ce que vous avez fait pour le parc de Pointe-la-Martinière. On vous doit une partie de sa conservation parce que je sais, pour avoir fait le tour avec vous, que vous êtes un grand passionné. Vous nous avez identifié beaucoup de sentiers qu'on pourrait développer, puis soyez assurés qu'on a tout pris ça en délibération. Mais on va vous revoir d'ailleurs quand on va arriver à l'étape réalisation. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci. Oui, M. Cadrin. Gaston Cadrin, je suis vice-président du GIRAM, à l'environnement. Alors, vous parlez du parc La Martinière, mais en même temps, je salue les gens qui ont continué de travailler pour donner des idées pour le parc. Mais il ne faudrait pas oublier une chose, c'est que le GIRAM, dès 1986, avait recommandé qu'on fasse un grand parc. Et c'est M. Garon qui a acheté les terres du gouvernement qui avaient été expropriées, et la terre d'Irving en 2005. Il faut se rappeler de ça aussi. Ah, mais il faut se rappeler aussi que c'est en 1990, sur ma recommandation, qu'on avait décrété zone de conservation l'ensemble de la bordure fluviale, ainsi que la reconnaissance du parc de la Martinière pour qu'il soit préservé pour les générations futures. C'est 1,5 fois la grandeur des plaines d'Abraham, n'est-ce pas? Et effectivement, on a parlé tantôt des amis du parc, et effectivement, votre groupe, M. Cadran, a joué un rôle vraiment très intéressant et très positif dans ce dossier-là. Je voulais vous le dire en passant. Souvenez-vous des consultations publiques qu'on avait organisées à cette époque-là. On a fait 2 études, une en 96 et une en 2005. Dont on a tenu compte beaucoup aussi dans la trame urbaine qu'on s'est donnée suite à ça. Et je voudrais vous en remercier parce que, honnêtement, ça a été un excellent travail de votre part. Et aujourd'hui, on a quand même, au niveau de la bordure fluviale, si vous remarquez, on a quand même vu juste
en préservant le plus possible la bordure fluviale pour notre population. Tu sais, on voit aujourd'hui l'impact. Alors, effectivement, vous avez joué un rôle important dans le développement et surtout dans les représentations que vous avez faites, où les études que vous avez faites aussi étaient très sérieuses et très bien documentées. Mais je n'étais pas au micro pour avoir des fleurs, mais je voulais quand même Non, que mais- ce soit souligné. Bien, j'ai toujours dit, c'est important d'avoir des groupes qui, à un moment donné, souvent, en matière de développement durable, en matière de conservation, sont souvent plus loin que nous, tu sais, au niveau des élus, mais à un moment donné, ça nous amène à cheminer, ça. Alors, il ne faut jamais oublier ça dans ce qui nous est proposé toujours dire, ouais, mais au fond, ce que ces gens-là nous proposent, c'est une voie d'avenir intéressante. Et effectivement, des fois, tu vas avoir des groupes qui sont très avant-gardistes, qui proposent des choses que finalement on réalise 10 ans après, mais ils ont été précurseurs. Alors moi, je pense que de ce côté-là, vous vous souvenez quand on avait créé le comité de coordination d'aménagement de la bordure fluviale, dont vous étiez membre d'ailleurs, ça avait été une magnifique concertation de tous les gens du milieu. Et moi, je garde de précieux souvenirs de ces belles périodes-là. Justement, j'ai un dossier qui touche l'environnement. Et justement aussi le GIRAM, et je pense que c'était moi qui l'avais fait dans une consultation du schéma d'aménagement ou quelque chose, ou de plan d'urbanisme de la ville, c'était de créer une zone de conservation sur la falaise, dans la falaise, sur la rue Saint-Laurent, en bordure de la rue Saint-Laurent. OK. Et on sait que, j'ai vu ce qui s'est fait depuis quelques semaines, et le journaliste, je l'ai laissé sortir son article, mais parce que, dans le fond, il avait travaillé vraiment ce dossier-là, puis il m'a interrogé là-dessus. Concernant la construction, la nouvelle construction, tout près de la traverse, un peu à l'ouest de la traverse, du côté sud, on a sculpté la falaise. En québécois, on va dire, ils ont gossé littéralement la falaise pour construire. Oui, il y avait un droit acquis, peut-être, il y avait une maison, je ne sais pas s'il y en avait une ou deux, là, on doit construire deux autres maisons que celle qui est construite, qu'on a commencé à construire. Et je trouve ça, un droit acquis, normalement, ça permet de construire à la même place, mais ça ne permet pas de gosser une falaise et rendre la falaise plus à risque d'éboulir dans l'avenir. Donc, aujourd'hui, je sais, j'ai déjà soulevé la question sur la rue Saint-Laurent. Il y a un conseiller de la rue Saint-Laurent qui sait ce qui se passe. Il devrait surveiller aussi ce qui se passe sur la rue Saint-Laurent. Je sais comment que les promoteurs procèdent. Ils demandent une évaluation d'un ingénieur, puis la ville accepte les yeux fermés. Et c'est pas normal qu'on accepte des yeux fermés de construire dans la falaise et surtout avec une pelle mécanique, d'avoir fait débouler des grosses strates de roches pour justement faire en sorte que ça ne déboule pas trop. Mais qu'est-ce qui va arriver plus tard avec le gel et le dégel? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est la ville qui va être responsable s'il arrive quelque chose? C'est comme les zones inondables, dans le fond. Bon. La ville a donné des permis, mais après ça, c'est tous les citoyens qui payent pour ça. C'est ça. Alors, dans les zones inondables, petit correctif, on n'émet plus de permis, n'est-ce pas? On n'en émet pas depuis longtemps. Et ceux qui s'hasardent à demander des permis sans autorisation ou à faire des constructions sans autorisation, ils sont priés de soit démolir leur bâtiment ou de l'amener ailleurs, de le transporter. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on est... On a déjà deux, là, on a déjà deux et on applique la tolérance zéro. Donc, dans les zones inondables, ne vous inquiétez pas. On est très, très, très Non, je sévère. compare à ça un peu. Là. Mais ça, là, je vous dis ça, ouais, dans les zones inondables. Maintenant, en ce qui concerne les secteurs à forte pente qui sont associés aux talus rocheux, on a une nouvelle mouture de règlement où ce que vous dites, on accepte les yeux fermés. C'était le cas avant parce que dans la reconstruction, on pouvait reconstruire et si la personne qui reconstruisait avait comme des droits acquis, etc., alors on lui permettrait de reconstruire. Mais attention, et ce matin, dans l'article, vous avez vu, là, la personne, avant de dénicher son permis, ça y a pris 5 ans. Parce que maintenant, on ne dit pas, ben oui, vu que c'est une reconstruction, on donne le permis. C'est plus automatique. Alors, il faut que la personne fasse la démonstration que la zone dans laquelle elle est vraiment sans danger et qu'on puisse faire des interventions qui permettent une reconstruction. Par exemple, si on fait des murs en béton armé. Par exemple, si on fait des aménagements spécifiques où il faut que ce soit démontré par un ingénieur, mais pas un ingénieur, ça prend un ingénieur reconnu par l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est-à-dire que le document qu'il signe, il en assume la responsabilité, l'ingénieur. S'il y a un éboulis et qu'il y a des personnes qui se retrouvent en difficulté, il devient responsable de ce qu'il a. Alors, je peux vous dire une chose, ça prend énormément de temps. Et ça, on n'avait pas ça avant 2016-2017. L'autre élément, c'est que de façon générale,
dans ces zones-là, associées aux talus rocheux, maintenant, au niveau des nouvelles constructions, vous devez avoir une distance de 15 mètres de la cime et vous devez vous éloigner du bas de 15 mètres. Alors donc, la règle générale, elle est très sévère maintenant, c'est plus ce que c'était avant, et vous avez besoin de vous armer pour être capable de faire après la démonstration et dans de nombreux cas, parce que vous entendez parler des cas où l'ingénieur a dit « oui, on peut procéder », mais vous n'avez pas entendu parler des cas où les ingénieurs disent « il n'y en a pas question ». On recommande, nous, notre recommandation, c'est de ne pas construire là. On en a eu aussi. Alors, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'actuellement, on a probablement un des règlements les plus avant-gardistes au Québec, parce qu'encore dans de nombreuses villes, puis je suis d'accord avec vous, malheureusement, il s'agit que la personne qui avait déjà un bâtiment là dépose une demande de reconstruction et les inspecteurs sont obligés d'émettre le permis. Nous, c'est plus ça maintenant. C'est qu'il faut avoir des rapports d'ingénieurs, puis il faut démontrer noir sur blanc qu'il n'y aura aucun impact. Donc, c'est vrai. Puis pour les nouveaux projets, non, c'est 2017. Pour les nouveaux projets, il faut que vous soyez à 15 mètres minimum. Si vous êtes en haut d'une falaise, alors vous devez faire votre construction minimalement à 15 mètres du dessus de la falaise. Et si vous voulez vous approcher de la falaise, bien là, vous avez une démonstration à faire. Et c'est extrêmement compliqué. Je vais vous dire, la plupart des gens, à part que quand vous êtes sur la rue Saint-Laurent, des rues plus étroites, la plupart des gens, même sur la rue Saint-Laurent, ne s'embarquent même pas dans l'embauche d'un ingénieur parce que ça coûte une fortune en passant là. C'est des coûts extrêmement élevés parce que l'ingénieur, lui, il n'ira pas signer un papier s'il n'est pas sûr de son affaire. Et en ce qui concerne le reste, bien, c'est dur pour les inspecteurs de juger du rapport, tu sais, mais si l'ingénieur dit à 100%, si on met tel mur de béton armé, on règle le problème, bien là, écoutez, nous, on prend ce que les ingénieurs nous disent. N'oubliez pas qu'ils font partie de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, c'est difficile pour nous. À un moment donné, il faut trancher quelque part. Mais soyez assurés qu'on a mis des mesures de mitigation beaucoup plus fortes que ce qu'on avait avant. Quand vous avez émis le permis, est-ce que vous avez mis un article comme de quoi qu'il n'y avait pas le droit de creuser dans la falaise, dans le bas de la falaise? Ou là, de dégager des strates rocheuses de la falaise? Là, je vais peut-être penser à monsieur, parce que là, vous êtes plus dans le détail. Vous pouvez donner, là, c'est sûr que tu as quand même, on permet quand même un certain, par rapport toujours au rapport avec les rapports d'ingénieurs, mais effectivement, il peut y avoir certains déblais qui peuvent se faire au pied d'un talus. Avec un rapport, toujours avec nos fameux rapports d'ingénieurs, vous allez me dire, vous êtes fatigué avec vos rapports, mais c'est ça. Ça n'a pas été seulement qu'au pied, là? Bien, normalement, c'est le pied, là. On peut aller chercher quelques mètres, là, en faisant quelques travaux de déblais au pied. Il est en infraction par rapport à ce qu'au permis que vous avez donné, d'après moi. Bien, là, est-ce que vous êtes allé sur les lieux? Là, c'est pas moi qui l'émets le permis. Est-ce que vous êtes allé sur les lieux? Allez-y voir. Oui. Oui, on va aller voir ça, M. Cadrin. Des photos, même. On va aller voir, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur. Bonsoir, M. Laulier. Ça va bien? Ça va très bien. Merci vous-même. Oui. Remercions M. Cadrin. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de monde dans la ville de Lévis qui viennent se préoccuper de la gestion comme M. Cadrin. Ouais, mais je le félicite pour ça. Oui, mais est-ce que je peux vous donner un petit commentaire là-dessus? Vous avez le droit. Contrairement à ce qu'on a comme perception, dites-vous une chose. On a maintenant une nouvelle chronique qui s'appelle « Une journée dans la vie d'un citoyen » où les gens peuvent nous faire les représentations que vous faites ici. Ça augmente considérablement. Ah donc, oui, parce qu'aujourd'hui, à cause des médias sociaux, etc., bien, les gens, ils nous écrivent plus. Et nous, chaque semaine, je tiens à vous le dire, là, chaque semaine, c'est obligatoire d'amener ces éléments-là au comité exécutif. Il y a une section qui est spécifiquement réservée où on dit, ah là, mettons, on a eu, je vous donne un exemple, 8 citoyens cette semaine qui nous ont écrit sur tel sujet. Alors, on essaie de faire le suivi. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a comme une évolution maintenant dans la façon de communiquer avec les villes, qui est un peu différente, je l'admets avec vous, de ce qui se fait. Mais c'est quand même important de le dire et on constate une hausse de ce côté-là au niveau de la communication. Soyez assurés que le citoyen est quand même aujourd'hui très vigilant. Oui. Et plus qu'on peut penser, finalement. Vous dites comme ça. C'est souhaitable parce que la réputation des gestions publiques au Québec dans les villes n'est pas très reluisante. Je pense à Montréal, Laval, Terrebonne. Et j'en passe, ce n'est pas de nature à conforter les citoyens quant aux administrations. Je vous dis qu'il
Il y a un peu de tordage. Vous avez Maintenant, raison. Et il reste, tu sais, il y a du travail qui s'est fait, bien Oui. sûr. Tu sais, au niveau des approvisionnements, nous, on a créé un comité sur la gestion des contrats. Tu sais, mais vous avez raison, il reste du travail à faire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que le gouvernement, maintenant, a créé sa nouvelle agence des marchés publics. Alors, vous savez ce que c'est, cette agence-là? C'est que maintenant, par exemple, vous allez en appel d'offres sur un projet et il y a une firme qui voulait soumissionner, qui se sent lésée parce qu'elle a comme été exclue. Elle peut porter plainte à l'agence et maintenant, l'agence peut faire immédiatement arrêter le processus des appels d'offres. Alors, je vous dis, ça, on a mis ça en branle et c'est vraiment quelque chose. On a adopté un règlement. Alors, vous avez raison, à un moment donné, mais dites-vous une chose, c'est que ça évolue, mais là où vous avez raison, il faut continuer à être vigilant, puis il faut que la population soit vigilante. Quant à votre laïus d'entrée de jeu, dans votre introduction, vous aviez absolument raison. Je vous donne raison, pas toujours. C'est vrai que le mémorial concernant le débarquement, c'est quelque chose d'impressionnant. Vous l'avez visité? Je l'ai visité à quelques reprises avec ma conjointe. Beaucoup de mes concitoyens l'ont fait et ils sont unanimes à dire que c'est peut-être regrettable que nous n'ayons pas la même chose au Canada. Vous avez tout à fait raison. Et Parce c'est que exactement... le devoir de mémoire est quelque chose de très important pour ceux qui vont nous suivre, évidemment. Surtout en ce qui concerne le prix à payer, qui a été payé pour la démocratie et que peut-être nous aurons à payer. Avoir des Donald Trump allés, c'est pas trop. C'est drôle, mais on est assez d'accord avec vous. D'ailleurs, on a fait la même réflexion que vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans notre ville, étant donné que le régiment de la Chaudière, en plus, est cantonné à Lévis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des efforts pour avoir à chaque année un devoir de mémoire, nous aussi? Et je tiens à vous dire même qu'en France, dans les écoles primaires, l'enseignement de l'histoire et du régiment de la Chaudière, c'est extrêmement important. On a vu des jeunes qui connaissent même l'existence du régiment de la Chaudière, alors qu'ici à Lévis, les gens ne savent même pas que ça existe. T'sais. Alors, vous avez raison, et il faudra faire des efforts. On a commencé parce que vous avez vu que le régiment de la Chaudière ont fêté le 75e anniversaire du débarquement de Normandie, leur 150e anniversaire. Et c'est le maire de Caen, une ville qu'ils ont libérée, qui a accepté la présidence d'honneur. Et ils ont réuni 550 personnes au centre des congrès, le régiment de la Chaudière. Et nous allons prévoir, je tiens à vous le dire, là, entre autres, ce qu'on va faire bientôt, on dépose le projet à la Commission de la capitale nationale. Nous allons avoir sur la terrasse de Lévis une section réservée à ce devoir de mémoire pour le régiment de la Chaudière. Et l'aménagement de cette zone-là va être entièrement sous l'égide du régiment de la Chaudière. Alors donc, on va poser quand même un certain nombre de gestes. Ils ont une campagne de financement pour la deuxième phase de leur musée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir leur petit musée. C'est vraiment bien fait. Alors, on va sûrement être présent à la ville pour leur donner notre soutien là-dessus. Mais vous avez raison. On a, nous aussi, des devoirs à faire sur ces éléments-là. Et vous avez encore plus raison quand vous dites il faut vraiment y aller pour voir à quel point les gens, quand on fait les petits villages, ont encore ça présent à la mémoire parce qu'eux, ils ont vécu ces droits démocratiques qu'ils n'avaient plus. Alors ça, ils l'ont vécu. Nous, on l'a moins vécu qu'eux ont pu le vivre. Bon, je vais passer à la question. Oui. Habituellement, vous accordez pas autant de préambule. Bien, disons que pour nous aider, dans le devoir de mémoire... Puisqu'on parle de mémoire, je vais vous rappeler respectueusement un fait à votre mémoire. Allez-y donc. Je tiens à vous rappeler en préambule que vous avez fait une bataille inutile avec les taxes des citoyens. Et dès lors que vous aviez entrepris la bataille juridique avec l'aéroport de Pintante, je suis venu en avant ici vous dire, Monsieur le maire, est-ce que vous avez pris des avis juridiques avant de vous aventurer dans cette avenue? De manière assez arrogante, je vous le rappelle, non, j'en ai pas de besoin, on sait ce qu'on fait. Et il y a un témoin dans la salle ici qui peut en témoigner. Je me suis dit, je vais y mettre la table. Alors? Et le journaliste nous dit, ça a coûté 100 000 $. C'est ça que le maire a dit, mais ça a pris une enquête des journalistes pour savoir que ça avait coûté 350 et quelques mille. Question que j'ai posée à plusieurs reprises et que vous n'avez pas répondu. Maintenant, vous avez fait une bataille juridique à la défense que vous vouliez l'intérêt des citoyens. J'en suis.
et c'est tout à fait louable sur ce point. Mais vous vous êtes engagé dans une bataille d'où vous avez manqué de jugement. C'était sur le plan politique que vous deviez faire la bataille, puisque la Cour suprême du Canada vient vous dire, Monsieur le maire, ils ne vous l'ont pas dit de la façon que je vais le dire, parce que les juges de la Cour suprême sont très polis, mais ça voulait dire, vous étiez dans les patates. Et maintenant que, pour votre défense et pour bien paraître auprès des citoyens, vous nous dites, oh, je vais parler au ministre du Transport. J'ai d'autres cartes dans mon jeu. Là. Oui, ben, Lorsque vous allez parler au ministre des Transports, si oui, vous mais n'avez pas satisfaction, allez-vous appeler à Westminster? Non, mais quelle est votre question? C'est qu'est-ce que vous comptez dire au ministre pour changer les choses? Bon, alors donc, c'est déjà fait. D'abord, revenons sur les coûts. Alors donc, il y a ce que j'avais dit aux médias, c'est qu'il y a 148 000 $ qui sont dus aux décisions qu'on a prises d'aller en appel ou des jugements. 148 000 $. Le reste, c'est de l'application, dans le cadre de notre réglementation à la Cour municipale, des dépenses qu'on aurait eues de toute façon. Alors, parce que les gens étaient en infraction avec toutes sortes de règlements, incendies, etc. Alors donc, c'est la raison pour laquelle on a les mêmes chiffres. Et d'ailleurs, le journaliste n'a pas nié ça. C'est que nous, dans le fond, ce que nous a coûté vraiment l'opération, c'est 148 000 $ parce que c'est vraiment les gestes où là, on décide d'aller devant les tribunaux. Alors donc, je vous dis ça là, en passant, je vous donne l'information supplémentaire, mais là n'est pas pour moi l'enjeu, parce qu'au niveau des chiffres, on s'est entendu rapidement là-dessus, et nous, notre objectif, c'est vraiment de donner leur juste. On avait déjà dit ce que nous avait coûté les contraventions, parce qu'il y avait une centaine de contraventions, monsieur le directeur général. Ça, de toute façon, ces coûts-là, on les aurait eus pareil en dehors du fait qu'on est ou non en appel dans Mais il y aura peut-être d'autres coûts, monsieur le maire. Pardon? Il y aura peut-être d'autres coûts non, en reliquat. Ah, bien, écoutez, nous Vous le savez actuellement, très bien, hein? nous, actuellement, la démarche qu'on est en train d'entreprendre, on a déjà fait des représentations avec le premier ministre, pas le premier ministre, mais le chef du Parti conservateur. On va faire la même affaire, donc, c'est déjà enclenché d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre fédéral, donc responsable du Québec, M. Duclos, et donc, on a discuté avec lui des possibilités qu'il pourrait y avoir. C'est que nous, ce qu'on dit, c'est que on n'est pas contre le fait qu'un aérodrome s'installe chez nous. Ça, c'est un fait qui est indéniable. Mais lorsque vous avez un aérodrome privé, là, on ne parle pas des aéroports régionaux ni des aéroports internationaux, mais que lorsque vous avez un aéroport privé qui s'installe, à l'origine, souvent, ce petit aérodrome-là s'installait pour les besoins d'un agriculteur ou de plusieurs agriculteurs pour faire de l'arrosage de leur plantation, etc., ce qui fait que l'usage était correct. Mais soudainement, par la suite, on se cache derrière la réglementation fédérale pour ajouter d'autres usages en se disant « ouais, mais ça relève du fédéral, on n'a pas d'affaire à ça ». Alors, pour nous, le fait est que c'est là que le problème arrive. Alors, nous, ce qu'on va demander au gouvernement fédéral, parce qu'on trouve très malheureux que la Cour suprême ait refusé de nous entendre, parce que je tiens à vous dire en passant que on avait l'appui du procureur général du Québec dans notre cause. Et ils ont mis aussi des sous là-dedans, eux autres, parce que eux autres, ils étaient intéressés de se rendre jusqu'à la Cour suprême également, comme on le fait. Mais ils se sont conjointement trompés comme vous. Oui, mais je comprends. C'est pas une justification. Mais le gouvernement... Oui, mais c'est pas parce que l'erreur de l'un ne justifie pas l'erreur de l'autre. Mais pourquoi le procureur général le fait? Le procureur général du Québec le fait parce qu'il y a des lois qui sont votées par l'Assemblée nationale, et la loi pour l'émission des permis dans les aérodromes fait en sorte que cette loi-là ne s'applique pas. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous voulez implanter un usage dans votre quartier à vous, exemple, si un garage de débosselage peut s'installer à côté de chez vous, il va d'abord avoir un amendement au règlement, il va d'abord avoir consultation publique et par la suite signature de registre. Ici? Sinon... À la ville? Sinon. À la ville, mais là, on est au fédéral. Oui, mais c'est la même affaire pour un aérodrome. Alors donc, nous, ce qu'on va dire aux partis politiques fédéraux pendant la campagne électorale, c'est ceci. On va dire, nous, à partir du moment où vous prenez la décision d'émettre un permis, devriez tenir compte de c'est à quoi l'usage de ce petit aérodrome privé-là. Et là, on le transforme progressivement. Alors, ce qui fait que, par exemple, au-dessus d'un milieu habité comme Pintante, vous pouvez vous retrouver, au lieu d'avoir 2-3 avions qui circulent le quartier habité de Pintante, vous pouvez en avoir 20-25 par jour, parce que le parachutiste, c'est ça, hein? On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend.
Alors donc, le fait est que pour nous, il y a une problématique particulière. Ce qu'on va demander au gouvernement fédéral, c'est lorsque vous émettez un permis, pouvez-vous introduire dans votre réglementation que lorsqu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, nous allons créer un comité consultatif qui va aller consulter les gens pour voir si l'usage passe la rampe, et là, après, émettre un permis, mais en limitant un certain nombre d'usages. En disant, oui, vous aimez votre permis, mais vous pouvez faire tel type d'activité, etc. Alors, c'est ça qu'on veut faire. D'accord, Voilà. je suis d'accord avec vous, mais une nouvelle réglementation fédérale ne pourrait pas abolir un droit acquis. Là, c'est une autre question. Abolir un droit acquis, ça pourrait coûter très cher à une municipalité, quelle que soit la municipalité. Là, vous parlez d'une nouvelle réglementation. Non. Ma question ne vise pas... Non, c'est dans l'émission des permis, parce que les Dans permis... l'émission des permis. Les permis sont pas émis ad vitam aeternam, là. Les permis peuvent être révocables. Alors, Non, mais, on verra de toute façon légalement. Je sais, Monsieur le maire, regardez, j'ai eu mes licences de pilote pendant 30 ans. Et je connais un petit peu la patente à gosse, excusez-moi, là. Et tu ne peux pas passer par-dessus le fédéral. La Cour suprême vous l'a dit. Donc, je vous ai demandé dès le départ, Monsieur le maire, avez-vous pris des avis juridiques au préalable? Vous m'avez répondu, j'en ai pas besoin. Regardez bien, là, on ne fera pas le débat ici Ben ce oui, soir. mais je le fais parce qu'il a été fait. Et vous l'avez fait avec mes taxes. Non, mais là, c'est une autre histoire. Là. Vous avez fait avec les taxes des citoyens. Je sais donc, que, je vous l'ai dit, là, vous avez manqué de jugement au lieu de vous en aller sur le plan politique immédiatement. On est une période... Oui, vous êtes une période de questions. Mais à la période de questions, avant ma période de questions, vous vous êtes étendu sur d'autres sujets qui n'avaient pas préséance, qui n'étaient pas peut-être à l'ordre du jour. Alors, mon commentaire est fait, Monsieur le maire. Vous avez fait une bataille déplacée. Autre question. Une bataille déplacée à même la poche des payeurs de taxes et vous devriez avouer votre erreur. Ce serait faute avouée est à moitié pardonnée. Il n'y a pas d'erreur. Nous sommes fiers. Il y a une erreur, Monsieur le maire. La Cour suprême vous le dit. Alors, arrêtez. La Cour suprême vous l'a dit. Non. Vous êtes en train de nous dire que vous allez demander une nouvelle réglementation. Bon, Arrêtez de charrier. Merci, bonsoir. Allez, merci. Merci, ça va bien, vous, au début, mais à la fin, là, oups, à un moment donné, là, on se dit, oups, où est-ce qu'il s'en va? Alors donc, merci quand même de vos commentaires, parce que ça en prend de tous les genres à une période de questions. En passant, je tiens à le dire pour les gens qui sont ici dans la salle et les gens qui nous écoutent. Nous, contrairement à bien des villes, on n'oblige pas que les questions ne soient présentées préalablement par écrit. Je tiens à le signaler. Et ça, c'est important de le signaler. Savez-vous pourquoi? Nous, on se dit, le citoyen a le droit de prendre le micro, d'exprimer son point de vue. Des fois, il peut être en colère. Des fois, il peut avoir, donc, une façon de voir les dossiers qui n'est pas celle des membres du conseil et qui n'est pas celle, surtout, des personnes qui habitent dans le quartier de Pintendre. Mais c'est pas grave. Savez-vous pourquoi? C'est ça, la démocratie dont on parlait au début. Et c'est ça, à un moment donné, qui fait que notre ville est dynamique. Alors, nous, on refuse jamais les questions au micro. Mais des fois, ce qu'on demande aux gens, c'est de se tempérer un petit peu. C'est normal. Mais cela étant dit, on prend vos commentaires, mais nous, on ne regrette pas ce qu'on a fait parce qu'on va continuer à défendre nos concitoyens, nos concitoyennes. Il y a un abus dans l'utilisation de cette loi-là. Alors, et le comité consultatif dont je parlais, qu'on demande au gouvernement fédéral de créer, c'est tout à fait possible. C'est pourquoi? Ils l'ont fait pour les tours de télécommunications. Ou est-ce que maintenant, lorsqu'ils sentent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, ils forment des comités de consultation et ils vont voir la population. Dans ce cas-ci, puis là, on ne parle pas des aéroports régionaux ou nationaux, où là, et même dans les aérodromes, on n'est pas contre le fait que le gouvernement fédéral garde le contrôle. Mais dans l'émission des permis, il devrait tenir compte de l'acceptabilité sociale des projets et d'instaurer ces mécanismes de consultation. C'est tout ce qu'on demande, finalement, étant donné que la Cour suprême a refusé de nous entendre. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur le maire, et puis tous les conseillers. Les gros souliers à chausser par après monsieur. La question se pose pour Mme Demers, ou je crois que c'est elle qui représente mon secteur, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire de me nommer, là, je m'appelle Jean Laflamme, je suis un citoyen, père de famille, je suis un peu inquiet. Puis la raison de mon inquiétude, c'est un peu de l'incompréhension. Je pense, dans le secteur Villeux, sur la rue de l'Aquifère, il y a un projet qui s'appelle les résidences de l'Aquifère, ou je ne sais pas trop c'est quoi, là. Je pense qu'il manque un peu d'informations. Pour donner du contexte, c'est une petite rue d'environ 400 mètres, c'est une petite rue résidentielle, et puis au bout, où l'usine d'eau, vous savez de ce que je parle,
Ils veulent construire la rue de Lamont avec un parc, un bassin versant et des unités jusqu'à 400 unités multifamiliales, si j'ai bien compris. Ma compréhension dans ce petit bout là, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est que 400 unités, ça donne 800 autos qui vont aller travailler, 800 autos qui vont venir de travailler, 800 autos qui vont à l'épicerie, et ensuite qui vont se promener. Donc, ça fait du trafic. C'est plus une petite rue, ça va donner plus un boulevard. Je sais qu'il y a des sorties qui sont possibles de l'autre côté, vers le Canac ou vers l'hôtel qui est là. Je ne sais pas si ça a été étudié. On a rentré en contact avec la ville. J'ai eu des communications aujourd'hui. On vous entend bien. C'est moi que j'ai de la misère à parler parce que je me sens comme penché. Mais on vous entend, juste ça. en passant, on vous entendait très bien. Là. Oui, Parce que si on ne vous entendait pas, je l'aurais signalé. Oui, c'est plus une question de Mais confort ça allait bien. que d'autres choses. Merci. Parce que nos techniciens peuvent augmenter le son un peu. Ah, bien, regarde. Rien dans ce cas-là. OK. Mais, dans le fond, ma question est à savoir de quelle façon, parce qu'on ne connaît pas rien du projet, on essaie d'avoir l'information, et je pense que la personne qui essaie de donner l'information fait du mieux qu'il peut, mais j'ai l'impression qu'on se fait enfoncer quelque chose dans la gorge. Mon inquiétude, c'est moi, j'ai des jeunes enfants de 6 ans, 7 ans. Je ne suis pas le seul à avoir des enfants non plus dans la ville de Lévis ou dans le secteur Villiers. C'est un milieu assez familial. L'inquiétude vient du mouvement de véhicules. Ce ne sera plus une petite rue. Là. Je pense à m'ouvrir un casse-croûte chez nous, quasiment, ça va être passant. C'est là mon inquiétude. C'est vraiment pas contre le projet, c'est contre le trafic que ça va créer. Et je ne comprends pas pourquoi on fait passer ça sur la rue de l'Aquifère. Au lieu de, je comprends la raison pourquoi. Là. Il y a une rivière qui passe de l'autre côté, donc il faudrait enjamber le petit pont. Et puis, j'imagine qu'il y a des coûts qui sont supplémentaires, là. Je suis inquiet. Je pense que les résidents de la rue sont inquiets. Quand j'en parle aux résidents de ma rue, tout le monde me dit écoute, on n'est pas au courant. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Fait qu'on appelle le chargé de projet, on se fait dire oui, mais il n'y a pas vraiment encore de personnes qui sont soumises pour ça. Mais j'ai la misère à comprendre comment on fait une rue, qu'on planifie le parc pour cette année puis le bassin versant sans qu'il y ait un projet immobilier qui se rattache à ça. Selon moi, c'est un non-sens. Il faut planifier au départ la rue une fois qu'on a un projet immobilier. Fait que si on parlerait de 4, 5, 6 maisons. Ce que je comprends, c'est un ancien dépotoir également. Là. Si on parlerait de quelques maisons, l'inquiétude n'est pas là. Mais à 400 unités multifamiliales, ça va venir complètement défigurer le quartier, puis ça va venir une rue extrêmement passante. Je pense qu'on peut comprendre l'inquiétude que j'ai. Ma question est concernant ça. De quelle façon qu'on planifie, de quelle façon qu'on protège le milieu, de quelle façon qu'on va communiquer avec les résidents du secteur, parce que c'est sûr qu'on a des impacts. OK. Alors donc, M. Dumoulin va répondre, si tu permets, Isabelle, mais simplement pour dire une chose. Dites-vous une chose, c'est que dans un secteur donné où vous êtes, il n'y a pas un usage qui est changé sans qu'on ait des consultations publiques. Ça, c'est obligatoire en vertu de la loi, donc on se doit de vous réunir, de vous dire, ben voilà, etc. Okay. Donc, dans votre situation, il y a 2 cas possibles où, lorsque vous êtes arrivé là, ces réglementations-là existaient. C'est la raison pour laquelle, quand on demande des permis ou qu'on veut s'installer quelque part, on dit premier geste à poser, allez voir dans votre municipalité qu'est-ce qui s'en vient autour. Parce que des fois, vous pouvez voir autour de vous une belle forêt, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a du multifamilial de prévu de l'autre côté de la rue. Il est déjà dans le règlement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, absolument. Alors ça, c'est bien important parce que vous en faites pas passer une vite, ça a toujours été comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. Des fois, les gens, sur des rues qui sont maintenant plus achalandées, ils me disent, oui, mais cette rue-là, je prends l'exemple de Charles-Rodrigue, c'est incroyable la circulation qu'il y a sur la rue. Je comprends, mais elle a toujours été prévue dans le plan d'urbanisme comme une collectrice. Alors, jusqu'au moment où on ne réalise pas la collectrice, il y a moins de trafic. Mais le jour où on réalise la collectrice, elle est prévue comme collectrice. La preuve est plus large que les autres rues. Mais souvent, les gens, ils ne vont pas voir au niveau de l'urbanisme. Je vais juste faire ce commentaire-là, puis après, M. Dumoulin va pouvoir répondre. Mais dites-vous une chose, il n'y a pas un amendement à un règlement qui ne passe pas en consultation publique. Là où vous avez raison, c'est que des fois, les gens vont dire « on ne l'a pas vu, etc. » Mais si un dossier nous arrive et qui est plus délicat, on essaie même d'envoyer des lettres circulaires aux gens. On le fait très souvent. On en fait 200, 250 par année. Mais on va répondre à votre question parce que la question est bien posée quand même. Alors, M. Dumoulin, peut-être Mme Demers, si vous voulez compléter. Effectivement, il y a... Excusez, juste pour référence, je comprends votre point. Il y a des propositions de projet. Nous n'avons, comme le chargé vous a bien répondu, il n'y a pas de projet présentement. Le zonage, il n'a jamais été changé. C'est effectivement de la moyenne et haute densité qui s'en va là. Ça n'a jamais été un dépotoir, là. Et lorsqu'il y a des projets qui sont déposés de ce type-là, il y a effectivement des études de circulation qui se font. S'il y a des choses de sécurité, exemple, rajouter un trottoir sur votre rue,
qui ne l'a pas présentement, mais on pourrait rajouter un trottoir. C'est toutes des choses qu'on va regarder. Mais présentement, il y a pas... Il y a un zonage qui permet une forte densité, effectivement, c'est là. Et en gradation, en faisant attention aux résidents qui sont autour. Donc, il n'y aura pas de tour de 10 étages à côté des... C'est des prévu à familiales. 14 étages jusqu'au maximum. Ça peut aller jusqu'à 14 étages, mais en gradation. Les premiers voisins, c'est du 2 étages, 3 étages en allant vers la 20 à 14 étages, le maximum. Ça, c'est ce qui est permis là et ce qui a toujours été permis d'ailleurs. Fait qu'il n'y a pas eu de changement de zonage dans ce secteur-là. Donc, moi, ma compréhension, c'était des maisons plus multifamiliales ou des condos qui allaient se faire là au départ. Fait que c'est pas la version que j'avais eue. Le trottoir, j'étais au courant qu'il allait finir par apparaître. Fait que pour la côté là, de M. Leolis qui disait qu'un secteur peut changer, oui, puis je l'accepte, le projet. C'est pas contre le projet que j'en ai présentement, c'est vraiment contre la zone d'accès. C'est simplement ça. Mais on rajoute du mobilier ou des types de... Mais là, le projet qu'on a entendu, c'était des résidences pour personnes âgées. Donc, les 800, c'est un peu... là, je mettais ça au pire, là. Mais c'est pas tout du monde qui vont partir à 8 heures le matin pour aller travailler. Fait que... puis ils ne reviendront pas toute la gang à 4 heures l'après-midi pour revenir travailler. Non, fait ça va dépendre si c'est on joue au golf, là. Mais il y a des moyens de mitigation qu'on peut faire. OK. Mais je souligne que je suis encore inquiet, là, du sujet. Bien, tout à fait. Par contre, si vous me permettez, M. le maire, je vais juste ajouter que je vais Oui, me tenir allez-y. au courant du dossier. Il n'y a pas de projet encore officiellement déposé. Alors, nous, ça va nous venir aussi à l'arrondissement, mais on n'a pas vu avec M. Lamontagne. Je m'excuse, je pointais M. Lamontagne, qui est président d'arrondissement, qui est aussi au comité d'urbanisme. Puis, mais on n'a pas de projet qui est officiellement déposé. Donc, mais on va se tenir au courant du projet. Allez-vous nous tenir au courant aussi éventuellement? Tout à fait. En fait, il n'y a pas de changement de réglementation qui a été fait, mais vous allez être nous au courant là, à partir du moment où il y aura un projet de déposé. Là, présentement, il n'y en a pas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, une dernière question, madame? C'est un peu. OK. Bonsoir, Monsieur le maire. Mon nom, c'est Micheline Lévesque et j'habite sur la rue de Mercure, à Saint-Romuald, qui fait partie de Lévis. Et ce que je constate, tantôt, vous avez mentionné qu'il y a beaucoup d'unités en construction. Je regarde alentour de chez moi aussi. Il y a, dans les immeubles à condos où je demeure, c'est l'ancienne rue des Hirondelles, c'est des 12 unités. Il y a à peu près 20, en tout cas, pour plusieurs immeubles, il y a à peu près 25 qui sont à vendre, c'est-à-dire 3 sur 12. Les gens qui réussissent à vendre, il faut qu'ils baissent beaucoup le prix. Hein? Ça peut aller 25 000 30 000 $ de moins. Et ça construit beaucoup alentour. Fait que moi, je me dis, on dirait qu'il y a comme un déséquilibre entre ce qui se construit, puisque... Tu sais, ça a 25 ans, cet immeuble-là où j'habite. Ça fait 27 ans exactement. C'est quand même pas des vieux immeubles là, à acheter au panier. Ils ont été bien entretenus et tout ça. Fait que, mais c'est ça, je ne sais pas si je suis claire, mais il y a comme un décalage entre la quantité d'unités en construction puis les unités qui seraient disponibles pour de la revente, finalement, parce qu'il y a des gens qui ne se vendent pas ou qu'on est obligé de laisser aller à... Puis, je dois vous dire que le mien n'est pas à vendre présentement, là, mais en tout cas, ma question, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y aurait comme un décalage, ou vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais j'aimerais comprendre? Bien, c'est un peu le même phénomène qu'on voit dans le commercial. Jusqu'où on va pour réguler le marché et intervenir. Et c'est extrêmement difficile pour une ville d'intervenir. Alors, je vous donne un exemple, puis on peut prendre le même exemple pour l'habitation. Supposons, par exemple, que vous arrivez sur Kennedy et tout à coup, reportons-nous aux années 1970, 80, 90, et tout à coup, il y a 2 ou 3 restaurants sur Kennedy. Et là, les gens viennent nous dire, vous ne devriez plus permettre de restaurants parce que nous autres, on ne vivra plus. Alors donc, si on agit comme ça, on fait en sorte qu'à un moment donné, on vient restreindre le marché. Alors, les lois du marché, ce sont les lois du marché. Alors, nous, on estime que c'est les commerçants et les promoteurs eux-mêmes qui sont en mesure de dire si oui ou non. Et il y a une libre concurrence aussi qui joue. On peut jusqu'à un certain point contrôler par les densités, par les usages, etc. Mais peut-être M. Dumoulin nous parlait un petit peu plus de ce projet-là en particulier. Mais au fond, c'est difficile pour nous d'intervenir. L'autre élément aussi, c'est que
Il y a quelques années, et ce qu'on constate, il y a une tendance nouvelle, c'est que les gens rénovaient d'eux-mêmes beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les gens veulent entrer dans un produit qui est fini, où est-ce qu'ils n'ont rien à faire, pas de salle de bain changée, tout est correct, tout est... Alors, on a peut-être un peu moins de bricolage qu'on avait dans le passé. Alors, voyez-vous, donc, les gens sont plus portés à acheter dans le neuf. Et donc, surtout qu'aujourd'hui, les promoteurs essaient de développer de nouveaux produits qui sont de plus en plus concurrentiels, donc avec des matériaux modernes et donc qui sont assez alléchants pour les locataires. Alors donc, c'est extrêmement difficile pour nous de venir régulariser ces marchés-là, mais peut-être, Monsieur Dumoulin... Effectivement, mais vous remarquerez, la tendance est au... effectivement, on ne joue pas sur le libre marché. Mais là, présentement, la tendance est au locatif, haut de gamme, et de résidence pour personnes d'un certain âge. On s'en va tous vers là. Parlez pour moi. Mais ça, c'est une réalité aussi. Donc, mais beaucoup de locatifs, haut de gamme, tout inclus. Et c'est ce qui se bâtit beaucoup dans votre secteur et qui va continuer à se bâtir, là, malheureusement pour vous, mais c'est ce qui se bâtit dans le coin, là, qui va se bâtir là, dans le coin, dans le secteur. Je voulais juste ajouter qu'à Lévis, ça doit quand même pas être juste des gens qui sont tous à haut revenu, hein, qui viennent s'y installer. Puis, d'autre part aussi, dans la rue, il y a énormément de trafic parce que ça ne débouche pas nulle part actuellement. Exact. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais en tout cas, pour le moment... Dans quelques années, pas présentement, parce que là, il y a la voie ferrée qu'il faut traverser dans votre secteur, mais ça va venir à déboucher, effectivement. Mais là, on va... Puis c'est vrai pour ceux qui ont des maisons unifamiliales d'un certain âge aussi, parce que ces gens-là qui vendent leur maison, bien, c'est parce qu'ils s'en vont dans un autre secteur. Ça fait que là, les maisons commencent à en avoir un petit peu plus. Il y a eu une époque où on était en bas de 1 c'était même pratiquement zéro. C'est là que tous les prix ont augmenté de beaucoup. Il y avait une rareté. Là, on a régularisé. On est à peu près à un taux normal qui est... Une ville, pour bien fonctionner, pour être compétitif, c'est entre 3 et 5 de taux de vacant. Et on est à peu près là, présentement, à 3 C'est pour ça qu'il y a une régularisation des prix. Il n'y a pratiquement plus d'augmentation. Les taux se maintiennent présentement. En tout cas, je vous remercie et je vais suivre ça. Très bien, merci. Oui, une dernière question, cette fois-ci. Michel Plamondon. Je vous félicite pour l'introduction au sujet du régiment de la Chaudière. En tout cas, c'est vraiment bon, puis c'est vrai aussi, toutes ces choses-là. J'ai réalisé que j'ai un peu de trou devant moi, je suis quasiment venu la larme à l'œil. OK, merci. Ensuite, au sujet de l'aéroport de Pintendre, moi, je suis natif du village voisin de Neuville, puis je savais que c'était voué à l'échec en partant. Votre affaire de porter plainte. Ben, écoute, c'est la même chose qu'à Neuville. C'est simple à comprendre. Mais cet argent-là, j'aurais aimé qu'elle soit investie. Donc, la route Kennedy, synchroniser les lumières. Puis du rond-point, Saint-Hubert, aller à Saint-Romuald, synchroniser les lumières. Je suis plus capable. Je ne sais pas si vous avez un service de psychologue à Lévis pour ça. Je suis à bout. C'est l'enfer de voir ça. On prend bonne note de votre commentaire sur la synchronisation des feux de circulation. Nous allons avoir, les membres du Conseil, au mois de juillet, un petit lac à l'épaule sur les priorités qu'on doit mettre de l'avant. Alors, on retient votre proposition pour la synchronisation des feux de circulation sur le Kennedy. Je ne la comprends pas. Je prends le boulevard Lordier, je me rends jusqu'au chemin Saint-Louis. Moi, ça coûte, ça. Puis je me suis fait dire qu'ici, bien là, c'est pas faisable. Puis j'ai appelé, la personne responsable. Ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus. Mais ça fait 4 ans qu'il travaille là-dessus. Il éclairé ce gars-là. Il fait pas ça comme il faut. Vous avez raison. Ça fait 4 ans qu'on y pense, mais là, il faudrait peut-être agir. C'est ça que vous nous dites? Parfait. Alors, bravo, mais... Avec l'argent, au lieu de la mettre sur l'aéroport, mettez ça là-dessus. Parfait. Alors, ça donne bien, on n'en mettra plus sur l'aéroport, tu sais. Alors, donc, on va le regarder. Non, sérieusement, on va regarder ça parce que vous n'êtes pas le premier qui nous en parle, n'est-ce pas? Alors, c'est une problématique, on l'admet. Alors, ce que vous nous dites est tout à fait judicieux. Et merci d'avoir pris la peine de venir nous le dire. Alors, ça nous, comme on dit, rafraîchit la mémoire et on va regarder comment on peut l'ajouter dans notre programmation pour l'an prochain. C'est ça. Juste... En Finlande, ils ont des lasers dans les coins.
Bien, c'est un peu ce que je t'ai pour dire. Ça prend des excusez, M. Guy Dumoulin ici. Simplement pour dire qu'il y a des investissements, parce qu'il y a certains coins, c'est des vieux feux, qui n'ont pas tout le système pour faire de la synchro. Ils n'ont pas même pas, tu sais, ils sont juste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, là. Fait que c'est ça qu'il faut mettre quelques investissements, là, pour permettre, sur Kennedy d'ailleurs, et on le regarde. Sur Guillaume Couture, il y a une possibilité, à 50 km, Guillaume Couture, théoriquement, oui, c'est ça. Dès qu'il y a un piéton qui paye sur le piéton, ça désynchronise pas. Mais sur Kennedy, il y a des investissements qui doivent se faire et qui sont au plan triennal d'immobilisation. Oh oui. D'accord avec vous. Alors, ça va, Madame la greffière? Voilà, après cette période de questions, ma foi qui a été un peu plus longue que prévu, n'est-ce pas? Je pense que nous avons débordé du cadre permis. Alors, mais on est très fiers d'être à l'écoute des citoyens, on voulait vous le dire, et ça, c'est extrêmement important pour nous. Merci pour vos précieux commentaires. Et puis, ce que peut-être le seul petit commentaire que je ferai suite à cette période de questions, c'est toujours de garder un ton qui fait en sorte que ça reste convenable. Alors, voilà. 3.1, donc, nous y allons, Madame la greffière. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2019. Est-ce qu'un membre du Conseil en propose l'approbation? Donc, on avait donc dans la section désignation d'une mairesse suppléante et d'une... Hein, pardon? 3.1, y avait-il quelque chose? 4.1. 4.1. Ah, c'est un dépôt. Ben oui, les dépôts des procès-verbaux, les séances du comité exécutif du 21 mai, mais c'est important. Alors donc, voilà. Et... Oui, alors nous y allons avec la désignation d'une mairesse suppléante et d'une présidente suppléante du comité plénier. C'est pour désigner, donc... évidemment, Mme Isabelle Demers comme mairesse suppléante pour la période estivale, puisque M. Dumoulin, qui est le maire suppléant, on a quelques petits conflits d'horaire cet été, ce qui arrive parfois. Alors, dans les villes, ce qu'on fait quand cette situation se produit, alors, on nomme pour la période estivale un maire suppléant qui est disponible presque à plein temps. Alors, donc, Mme Demers, merci beaucoup d'avoir accepté cette fonction pendant la période estivale. Avec plaisir. Merci infiniment. Alors donc, oui, alors donc, est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je propose. Merci. Alors donc, nous y allons maintenant avec un bail à intervenir avec la coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem. Donc, c'est pour conclure le bail à intervenir avec la coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem. Vous savez qu'on prévoit une salle communautaire, un endroit aussi pour le cercle des fermières. Alors donc, c'est une très belle conclusion d'un dossier coopérative d'habitation plus volet communautaire qui y est associé. Alors, je le propose. Merci. Aide financière au tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles et soutien à cet organisme. Donc, c'est pour verser une aide financière de 30 000 $ au tremplin. Donc, pour organiser pour une deuxième année la fête de la diversité 2019 qui a connu un très grand succès quand même en 2018. Alors, nous poursuivons cette fête cette année avec notre organisme partenaire, le Tremplin, qui, en passant, le rôle du Tremplin, c'est d'accueillir des nouveaux immigrants ici à Lévis. Alors, donc, ils font un excellent travail. Demande de démolition de l'immeuble. Je propose, Oui. j'appuie. On avait une demande de démolition d'un immeuble situé au 1586 route Marie-Victorin. Alors, le premier, c'est pour autoriser la demande de démolition d'une résidence située au 1586 route Marie-Victorin, suivant la recommandation du Conseil du patrimoine. Pourquoi on fait ça? C'est pour une raison très simple. Le bâtiment est incendié. Il est une perte totale. Alors, donc, il faut qu'on procède à la démolition. C'est une question de sécurité. Alors, donc, Je le propose, nous monsieur. procédons à cette démolition. Voilà. Alors, donc, on est maintenant au point 19.1, qui est le rapport annuel d'activité du Fonds de développement des territoires. Donc, c'est pour adopter le rapport annuel d'activité du Fonds de développement du territoire pour confirmer les priorités d'intervention. Alors, on les a déjà fait connaître pour la plupart. Appui au Centre de prédouanement américain à l'aéroport international Jean-Lesage. Donc, nous souhaitons appuyer, évidemment, par cette résolution, l'administration aéroportuaire de Québec
dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour l'implantation d'un centre de prédédouanement américain à l'aéroport international Jean-Lesage, et ça à des conditions comparables à celles dont bénéficient les autres aéroports canadiens déjà dotés d'une telle infrastructure. Alors, donc, on emboîte le pas de nombreuses municipalités et villes qui appuient l'aéroport de Québec dans cette volonté. On va en faire la proposition. Je l'appuie. C'est tout pour la direction du développement économique. Donc, nous passons maintenant à l'attribution d'un contrat pour... non, on avait le dépôt des listes de contrats au 31 mars 2019. Donc, la liste est déposée, Mme la greffière. L'attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de matériaux granulaires. Alors, c'est pour octroyer le contrat, donc, pour la livraison de matériaux granulaires. Donc, pour une dépense estimée à 439 735 avant TPS et TVQ. On avait aussi l'attribution de contrat pour l'entretien ménager des bâtiments de la ville. Donc, pour nous, c'est des travaux. Il y a plusieurs groupes. Donc, ici, pour les groupes 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 et 19, c'est pour un montant de 331 936 et 40 Pour les groupes 2, 4, 6, 8, 11 et 20, c'est 289 402 et 76. Donc, c'est Gestion BB et Frères qui a eu le deuxième groupe. Le premier groupe, c'est Professionnels Indans Incorporé. Et le groupe 1, 3, 9 et 12, Service d'entretien Clarinet, qui a obtenu donc le contrat pour une somme estimée à 171 798 Alors, voilà pour l'entretien de nos bâtiments. Alors, est-ce qu'on a un proposeur en secondaire? Je vais en faire la proposition. Merci. OK. On avait également un règlement, modifiant le règlement sur le stationnement. Oui. Y avait-il autre chose, Mme la greffière? Oui, je peux prendre la parole? Oui, certainement, Mme la greffière. Et voilà, on avait oublié de me l'indiquer que vous preniez la parole. Ah, excusez-moi, je vais alors, corriger votre document. Merci. Alors, pour un point, 28 points. Adoption du règlement RV 2019-1924, modifiant le règlement RV 2006-0470 sur le stationnement. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de régir le stationnement dans le poste d'attente pour taxi situé sur la rue Laurier. Alors, la proposition est d'adopter le règlement. Merci. Merci. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. On n'a pas d'affaires nouvelles. Les affaires nouvelles, il n'y en avait pas. Donc, période d'intervention des membres du conseil municipal. Tiens, on va procéder avec notre M. Dorval, qui a peut-être des choses à nous dire. Est-ce que ça va bien, M. Dorval? Vous préparez, donc, vos festivités pour la rue Bégin, n'est-ce pas? On prépare les festivités. Monsieur le maire, vous avez fait un peu le tour des activités qui s'en viennent pour l'été. Ça fait que soyez aux aguets. Je demande aux citoyens, on les invite dans le quartier de vérifier les programmations pour avoir le détail exact. Je pense que vous avez fait un bon détail de toutes les activités qui s'en viennent dans le quartier. Il y a eu des fêtes de voisins qui étaient intéressantes en fin de semaine dans la ville de Lévis. Moi, j'en avais deux dans mon quartier, une sur la rue Saint-Louis, puis une sur la rue Notre-Dame. C'est de voir si je pense qu'on avait la belle journée aussi samedi pour ça. Les gens ont sorti, c'était un succès dans les deux cas. C'était intéressant de voir tous les voisins ensemble, l'animation qu'il y avait là. Plus de 200 personnes dans chacune des activités. Je pense que c'était intéressant à ce niveau-là. Pour le quartier, je pense que ça va bien. Monsieur le maire, on a les travaux qui s'en viennent pour la Côte-Fréchette, où il y a eu des consultations auprès des commerçants, qui vont en avoir une cette semaine auprès des citoyens. Et il y a l'ouverture de la rue Bégin. Bon, on dit l'ouverture, mais c'est plutôt la fin des travaux de la rue Bégin, où on veut célébrer ça à Lévis le 6 juillet prochain, ce qu'on invite la population. Je pense que ça va être une belle activité. Ça commence sur l'heure du midi, ça va finir par un spectacle en fin de soirée. On invite tout le monde. Puis, ce qu'on vise là-dedans, c'est que les gens se rappellent que la rue Bégin, elle est maintenant ouverte et qu'on peut vous accueillir. Ça va nous faire plaisir de vous voir dans le quartier. Bien, merci beaucoup, M. Dorval. Ça va être un été fort occupé, puisqu'en même temps, on va se déplacer bientôt avec vous et ainsi que Mme Karine Laflamme, donc pour le 50e anniversaire du jumelage avec Grand-Quevilly, pour tenter, notamment au niveau de l'innovation, du développement industriel et main-d'œuvre, développer des partenariats, non pas sous forme de jumelage, mais plus d'entente de coopération avec le milieu. Alors ça va être intéressant. Monsieur Lamontagne? Oui, bien, Monsieur le maire, en fin de semaine, dans le quartier Saint-Rédempteur, c'était la fête de la famille. Oui, c'est vrai. Malheureusement, on était à l'extérieur. Le soleil qui était au rendez-vous, vendredi soir, belle soirée, samedi, dimanche, bien, c'était les deux plus belles journées jusqu'à date. Et je ne sais pas le nombre de personnes qui ont passé, je n'ai pas les chiffres, mais c'est sûr que c'est tout près de 10 000, si ce n'est pas 10 000.
puis c'est peut-être 2000 poussettes. Au nombre de jeunes enfants qu'il y avait là, c'était vraiment une très belle fête. Ils avaient agrandi leur site d'environ 40 avec la superficie de l'an passé, avec la coopération de la commission scolaire. Et puis, ça a été un beau succès, beaucoup de bénévoles. Cette fête-là, elle se tient par les bénévoles du milieu qui mettent de l'énergie. Puis, ça a été une très belle fête à prix à 2 $ pour 2 jours. C'est très modique, avec des jeux gonflables, des spectacles, une dizaine de spectacles. C'est une très belle fête, bien heureux. Et je suis bien sûr que je me suis fait poser la même question à plusieurs reprises. Monsieur Lamontagne, notre cher viaduc. J'ai dit, tout se suit dans la normale des choses et dans les prochaines semaines, prochains temps, il y aura l'ouverture du viaduc. On ne parle plus d'un projet de viaduc, on est conscient. Il est présent, le viaduc est là. Je suis conscient que les gens l'attendent, puis comme tout le monde. J'ai dit, ça suit. J'ai essayé de diminuer tous les mythes qu'il y a, là. On va le démolir, on va recommencer. Non, j'ai dit, il n'est pas question qu'on démolisse le viaduc sur Rédempteur, là. Mais c'est plusieurs rumeurs. Oui, bien, c'est normal qu'une ville comme la nôtre, dans des projets de cette envergure-là, donc on s'assure que lorsqu'on va accepter les travaux, que tout soit conforme. C'est ça. Alors donc, et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, on en est à l'étape de validation, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, d'ici quelques semaines, on pourra vous revenir pour vous faire connaître les résultats. Et si tout va bien, donc, on est dans les délais à plus ou moins quelques semaines près, là, mais... Il n'y a pas de projet de démolition. Exactement, absolument pas. Alors, M. Turner. Oui, merci, M. le maire. En fin de semaine, j'ai été à un souper des Lions de Briqueville. En fait, c'était leur tournoi de golf. Et il y avait des Lions présents, des 6 clubs Lions de la ville de Lévis. Et pour montrer que ces clubs-là sont très actifs sur le territoire, très dynamiques. Et là, ce sont des activités bénéfices pour ramasser des sous pour redonner à la collectivité. Alors, j'ai eu l'occasion de souligner là, en votre nom toute l'appréciation qu'on a des efforts qu'ils font là, pour aider et soutenir le milieu. Alors, c'était une très belle activité. D'ailleurs, la Ville, nous avons contribué un peu là, au financement de cette activité-là également. Et je voudrais signaler aux gens puis faire une invitation que pour le prochain conseil de ville, la Saint-Jean-Baptiste a déjà passé. Alors, le 24 juin, il va y avoir l'activité Briqueville en fête qui se tient déjà depuis plusieurs années. Et cette année, la nouveauté, c'est que ça va se tenir sous un chapiteau. Alors, même si la température n'est pas au rendez-vous, toutes les activités auront lieu toute la journée. Alors, c'est une invitation. Les activités là, s'adressent à toute la famille et c'est une fête là, qui est très populaire. Alors, c'est une invitation à toute la population de venir à Briqueville pour Briqueville en fête le 24 juin prochain. Merci. Merci beaucoup, M. Turner. Effectivement, Briqueville en fête, comme vous le signaliez, l'élément nouveau, c'est le chapiteau. Hein? Intéressant. Je pense que c'est hautement apprécié. Hein? Oui, les organisateurs sont très heureux d'avoir cet équipement-là cette année, parce qu'il y a eu des années où les activités ont dû être soit abandonnées ou retardées, là, ou certaines annulées en raison de la pluie. Et là, il y aura plus de... les activités vont avoir lieu même si la température n'est pas au rendez-vous. Alors, les gens sont très fiers. Ils ont travaillé fort pour tout réaménager l'horaire et les activités en tenant compte d'être sous un chapiteau. Bien, merci beaucoup, M. Turner. Oui, Mme Duchesneau. Oui, bonsoir tout le monde. Brièvement, je suis allée, moi, cette semaine, vendredi soir, puis c'est important tout de même pour le quartier, le lancement d'un magazine de la Société d'histoire de Saint-Romuald. J'étais là avec mes collègues Janet et Karine Lavertu qui m'ont accompagnée. En fait, c'est un magazine qui sort à tous les ans, puis c'était leur 19e édition. Puis les femmes étaient à l'honneur cette année, donc les femmes qui se sont distinguées à Saint-Romuald sont vraiment dans ce magazine-là mis à l'honneur. Alors moi, je vous invite, si vous êtes intéressés, là, à vous le procurer. La fête de l'eau aussi qui s'en vient. On a toutes nos fêtes importantes de quartier et pour
la ville, etc. Alors, la fête de l'eau, ce sera en fin de semaine. Ça commence vendredi soir par une activité, une fanfare là, qui va inaugurer un peu le site là, vendredi soir, puis du cinéma en plein air. Moi, je vous invite à aller voir de toute façon le site Internet pour la programmation qui est en ligne. C'est une fête qui touche autant l'environnement, les poissons, il y a des jeux gonflables, il y a à peu près de tout pour toute la famille, et puis c'est fort intéressant. Même la Société d'histoire a un kiosque avec des photos, justement, anciennes qui vont nous faire découvrir. Alors, je voulais quand même le souligner, c'est une fête importante à Lévis depuis quelques années. Pour terminer, mais vous avez parlé de différentes activités, c'est vous aussi tout à l'heure dans les quartiers. Vous savez, il y a les mercredis courants d'air, puis la première édition, le premier mercredi, c'est la semaine prochaine. Ici, à Lance-Benson, il y en a 3 à Lance-Benson, puis 3 à Lance-Tibitz, dans le quartier de M. Dorval. Alors, il y en a d'autres concerts comme ça, extérieurs, durant tout l'été, mais très accessibles dans les quartiers, pour les familles, pour les gens. C'est près de chez nous, et je pense que c'est toujours très apprécié. Alors, je vous invite à ne pas manquer ces activités-là, dont on retrouve aussi la programmation complète sur notre site Internet là, des activités estivales. Merci, M. le maire. Merci infiniment. Alors donc, oui, M. Dumoulin? Ça va aller pour moi. Merci. Ça va? Oui, Mme Jones? Oui, merci. Moi, j'aimerais dire un gros merci à la population de Lévis pour le relais pour la vie cette année. Et puis, peut-être, la population, oui. Les bénévoles, une quarantaine de bénévoles. J'aimerais beaucoup avoir une motion de félicitations. On a commencé à faire des installations le samedi matin à 8 heures. Et on a fait la nuit parce que le cancer ne dort jamais, donc on marche la nuit. Et on est sorti de là à 10h30 dimanche. Mais c'est un des plus beaux. Je veux dire merci à Mme Duchesneau, M. Côté, Mme Lavertu, Mme Landry, vous voyez, qui ont fait des hot dogs, des grilled cheese. C'est eux qui ont fait ça, les élus, et ils ont travaillé fort. Ils ont rendu bon, pas à peu près. Alors, je trouve ça bien important de dire, s'il vous plaît, une motion de félicitations, une quarantaine de bénévoles, tous des gens de Lévis, très impliqués. Alors, je suis vraiment reconnaissante pour ça. On l'a fait au-dessus de... Oui, à l'unanimité. Au-delà de 200 000 qu'on a fait en une soirée. Hey, c'est bien. Oui. En fin de semaine, c'était Albatros, les gens qui viennent accompagner des gens en fin de vie. Parce que c'est pas tous les gens... Il y a des gens qui veulent rester chez eux. Alors, la Albatros, ils sont dans tous nos quartiers. Ils vont accompagner des gens en fin de vie et aux soins palliatifs et à l'hôpital, partout dans notre région. Et on a fait une journée hot dog hier. Puis, il y a à peu près 300 personnes qui sont venues au marché public pour ça. Puis, je trouve que c'est un très bel événement. Puis, c'est un organisme qu'on doit continuer à appuyer. Et ce matin, j'étais contente. Humano, M. Loulier, c'est tellement beau. Puis il y a quelque chose dans ce projet-là que j'adore. Là, c'est les résidences pour personnes âgées. On n'a pas tous les détails, mais ce que j'ai bien compris, c'est qu'une personne peut aller là, une personne très en forme, mais il peut évoluer avec la résidence. Autrement dit, s'il devient moins autonome, il peut quand même rester là, puis il y aura une autre place. Et il peut rester là tant qu'il veut. Alors, je trouve ça vraiment bien que de commencer à changer le lieu d'une personne aînée. Il va pouvoir rester sur place, en fait, jusqu'à la fin. C'est lui qui va souhaiter. C'est ce qu'on me disait ce matin. Je trouve ça vraiment beau. Puis, Étienne Dallaire, tant mieux. Regarde, c'est inauguré, mais il va très bien déjà. Ça fonctionne. Il y a du monde, en tout cas, qui passe là. Et c'est tout. Le quartier va bien. Merci. Effectivement, pour Étienne Dallaire et... le prolongement qu'on débute de la Côte du Passage, c'est vraiment d'excellentes nouvelles. On a eu l'occasion de visiter le boulevard ce matin, le boulevard Étienne Dallaire. C'est vraiment magnifique, avec un projet de développement exceptionnel et qui met l'accent beaucoup sur la qualité de vie. Ça, c'est une très belle conception des projets d'avenir de notre ville. Alors voilà. Merci. Vous avez tout à fait raison, Mme Jones. Oui, M. Côté. Oui, Monsieur le maire. On va rester dans la même veine que ce matin. Moi, vendredi passé, il m'était donné de participer à la première pététaire des condominiums, le Relot. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est où, je suis convaincu que vous avez tous connu Bergedac, l'excavation Bergedac, sur la rue Saint-Georges, à Saint-David. Alors, quand on parle de requalification, c'est extraordinaire, le projet qui s'en vient là. On parle de 8 étages, on parle de 36 condominiums de qualité supérieure vus sur le fleuve, sur Québec. On parle des investissements de 20 millions aussi. Alors, M. Marc-André Grondin, justement, qui est promoteur de ce projet-là, est très fier de son projet. Alors, j'ai été donné, justement, d'être là. Puis,
Alors, j'ai troqué mes pelles encore un matin, mais vendredi passé, j'étais dans le pelletage aussi. Mais je peux vous dire que c'est fantastique de voir ces gens-là, puis de voir à quel point notre ville se développe aussi. Hein? À quel point que les gens ont le goût de s'en venir chez nous puis investir des sous. Alors, bien, bravo. Et puis, dans le quartier, bien, ça va quand même assez bien. Mais quand on parle, moi, vendredi passé, j'étais sur le site, je regardais Québec, puis je m'imaginais de voir les pelles de Berger-d'Acta quand même, hein? Requalification. Hein? Quand on dit que nos secteurs, on veut les requalifier, on est rendu là. Alors, bien, bravo. Bravo à M. Grondin, justement, puis tous nos promoteurs, justement, qui nous font confiance ici à Lévis. Et dans le quartier, bien, ça va bien aussi. Saint-David, ça se passe quand même assez bien. La chaleur est arrivée, je pense qu'on va en profiter aussi. Hein? Alors, ça va pour moi. Bien, merci, M. Côté. Oui, Mme Paradis. Oui, un petit point. J'ai assisté le 2 juin dernier c'était la fin du programme de zéro déchet pour les gens qui se sont impliqués, les 20 familles qui ont été suivies toute l'année par nos comités de l'environnement pour réduire leurs déchets. Puis ça a eu un impact sur leur famille, chez les voisins. Alors, les gens étaient enchantés. Il y a eu des beaux témoignages. Et puis, bien, la belle nouvelle, c'est que ça va revenir en janvier 2020. Alors, on va encore demander à des gens qui veulent s'inscrire, puis ils vont faire des sélections de familles qui veulent s'impliquer dans le zéro déchet. Donc, ça a un impact directement, nous autres, sur nos sites d'enfouissement. Alors, très fiers d'avoir été là et d'avoir entendu tous ces beaux commentaires-là. Et pour mon quartier, bien, bientôt, on va inaugurer le Cartésium parce que les gens vont rentrer bientôt au début juillet. Et puis, la belle petite salle d'une 40aine de places qui devrait être disponible au Parc La Martinière. C'est quand même, il va y avoir une 40aine de places disponibles pour peut-être des petites réceptions. Oui, c'est intéressant, ça. Alors, suggestion. Vraiment, et on devrait procéder aussi sous peu pour établir une zone de stationnement intéressante parce que on vient de me signifier qu'effectivement, on va procéder à la démolition de l'ancien bâtiment de la Caisse et faire donc quelque chose d'intéressant. Stationnement, mais parc urbain également. Donc, on travaille là-dessus. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, Madame Lavertu. Alors, samedi dernier, au soir, je suis allée avec ma collègue Brigitte Duchesneau. On se voit souvent ces temps-ci, hein? Ça fait une couple de fins de semaine qu'on passe ensemble. Donc, on est allé au spectacle de la chorale Cœur du monde. Puis je trouve ça drôle parce que leur slogan, c'est « toute une aventure vocale ». Et wow, c'est vraiment extraordinaire. Le spectacle de fin d'année qu'ils ont donné au cégep de Lévis-Lauzon samedi soir, c'était plein à craquer. L'ambiance était là, les gens participaient. Et je peux vous dire, c'est une chorale qui pratique à Charny. Je suis fière de ça. Mais c'est peut-être pour ça que je les aime plus. Non, faire sa part, il y a du talent à Lévis. C'est des gens de tout le grand Lévis au complet qui fait partie de cette belle chorale-là. Et on peut être fiers là, du travail qu'ils font pour notre ville. On peut être fiers de représenter cette chorale-là là, dans notre ville. Merci infiniment, Madame Lavertu. Et c'est vrai que la chorale Cœur du monde a une excellente réputation. Alors donc, bravo, merci de votre présence, Madame Duchesneau, Madame Lavertu. Je pense que c'est toujours intéressant qu'on ait des représentants de notre ville à ces activités-là. C'est 75 choristes. C'est vraiment impressionnant sur scène. Puis ils ont toute une scénographie, ils bougent. C'est vraiment de toute beauté. C'était très coloré, c'était vivant. Ils ont eu 2 soirs de représentation pleine au cégep quand même. C'est quand même assez exceptionnel. Oui, Madame Laflamme. Tout est beau de bon côté de M. le maire. Merci beaucoup, Madame Laflamme. On se revoit d'ici la fin de semaine. Merci. Oui, Madame Demers. Alors, pour ma part, le 29 mai dernier, j'ai assisté au gala de l'athlète de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Oui. 10 Lévisiens étaient en nomination et invités au gala. Parmi ces 10 Lévisiens-là, il y en a 2 qui sont sortis avec les honneurs. Alors, si vous me permettez, j'aimerais une motion de félicitations pour M. Alain Bernier en taekwondo, qui a été nommé entraîneur international de l'année, et M. Simon Bordelot, en gymnastique officielle de l'année. Alors, c'est des... les récipiendaires, ils ont vraiment reçu ces nominations-là. Donc, j'aimerais, si c'est possible, d'avoir une motion de félicitations pour ces 2 Lévisiens. Donc, adopté à l'unanimité, oui.
Par ailleurs, dans le cadre de ce gala-là, la Société d'histoire de sport de la capitale nationale en a profité pour remettre le prix hommage Jacques Amiot au Lévisien, M. André Lacroix, pour sa carrière en hockey. Oui, c'est vrai. M. Lacroix, qui est notre citoyen d'honneur pour cette année. Alors, je trouvais ça aussi intéressant de le mentionner, qui a reçu un autre honneur de la même année. On l'a fait citoyen d'honneur à la ville de Lévis et il a reçu un deuxième honneur le soir du gala de l'athlète. Le 31 mai, j'ai assisté au Centre de la petite enfance Bois-Joli à Saint-Nicolas au 40e anniversaire de création du Centre de la petite enfance. Alors, je suis allée remettre un certificat de reconnaissance de la part de Monsieur le maire et je peux vous avouer que les gens étaient très contents de voir qu'il y avait une reconnaissance au niveau de la ville. Vous savez, les centres de la petite enfance, c'est rarement reconnu, mais depuis 40 ans qu'ils sont installés à Saint-Nicolas, il y a eu un mouvement, un déménagement du centre, mais qui sont installés sur la route des Rivières. Et la petite enfance, c'est nos citoyens d'aujourd'hui, mais aussi les citoyens de demain. Alors, ça a été très, très apprécié. Fait que voilà, alors c'est ce qui s'est passé. Moi, je reviens comme vous de ce voyage à Caen. J'en ai profité hier pour avoir une nuit de sommeil complète. Oui, c'est vrai. Parce que l'horaire était très chargé, mais je peux vous dire, chargé en émotions. Je vais juste le répéter. On a eu quand même 6 cérémonies officielles, la ville de Lévis, donc où M. le maire, Amélie et moi, on a eu à représenter la ville. Tout s'est fait de façon très solennelle, mais comme je vous dis, on revient avec... j'ai un sentiment qu'il nous reste quelque chose à faire ici pour ce devoir de mémoire-là. Alors, merci. Moi, ça a été très, très apprécié. Alors, espérons qu'effectivement, on va pouvoir, ensemble, au niveau du conseil municipal, regarder comment on peut développer ce devoir de mémoire, comment on peut l'affirmer un peu plus. Donc, ça nous apparaît extrêmement important, compte tenu de la profonde amitié que les Français nous ont démontrée, surtout leur profonde reconnaissance 75 ans après, qui est aussi forte qu'elle était. Et on a vu, vraiment, c'était impressionnant. Moi, je suis assez d'accord avec vous, Mme Demers, que c'est drôle, mais depuis le retour, on y pense souvent, parce que c'est tellement impressionnant, ces cérémonies-là. Vous savez qu'il y avait une cérémonie, c'était drôle de voir le maire de Carpiquet qui me dit, vous savez, monsieur le maire, une petite commune d'à peu près 1000 habitants. Ouais. Alors lui, là, parce que vous savez que les chefs d'État, c'est voulu symboliquement, ils n'atterrissent pas à l'aéroport Charles de Gaulle. Ils atterrissent à l'aéroport de Carpiquet, qui a été pris par les Alliés, justement, aux mains des Allemands. C'est vraiment exceptionnel. Et le maire de Carpiquet, c'est lui qui reçoit tous les chefs d'État. Alors, à un moment donné, il dit, « Monsieur le maire, vous n'avez pas idée. Pour un maire d'une petite commune comme moi, j'ai reçu Barack Obama, j'ai reçu monsieur... » Et c'est lui qui les accueille à l'aéroport, imaginez-vous, le président, M. Trump, Justin Trudeau, etc. Alors, il reçoit tous les chefs d'État qui viennent de partout dans le monde. C'est lui qui les reçoit dans son petit aéroport de Carpiquet. C'est assez impressionnant de voir à quel point... Et on avait une cérémonie canadienne, une cérémonie internationale. On a pu aller voir le magnifique musée que les Américains ont fait sur le site de leur mémorial. Alors, je vous le dis, je m'arrête là, mais je vous le dis, ça a été vraiment... il faut vraiment voir ça pour voir le prix de la démocratie. C'est incroyable. Alors donc, ces gens-là l'ont fait sur une base volontaire, donner leur vie. C'est pas évident. Vous savez, en passant, je vous le dis, là, dans les péniches de débarquement, vous savez comment ça fonctionne, hein? Ils sont tous entassés dans la péniche, et lorsqu'elle arrive, donc, la porte s'ouvre, et là, ils sont à découvert. Et vous savez qu'ils avaient tous un mot d'ordre. Vous savez quel était le mot d'ordre? Lorsque la porte de la péniche s'ouvre, foncez, avancez, courez, tirez sur tout ce qui bouge. Et si des collègues tombent à côté de vous, continuez. N'abandonnez pas. Nous allons nous occuper de vos collègues. Vous voyez un peu? Alors, c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire que ces gens-là savaient que leur chance de mourir, avant même de débarquer, était très forte. Parce que c'est à ça le mot d'ordre. Avancez, continuez, n'arrêtez jamais. Et c'est ce qu'ils ont fait en passant. Et nous, on la voit, la distance entre la plage et les nids de mitrailleuses américaines, pas américaines, allemandes. On la voit là, on la voit l'espace. C'est incroyable qu'ils aient pu réussir ça.
Monsieur le maire, si vous me permettez, juste une petite anecdote. On va finir ça sur une note un peu plus joyeuse. Oui. Il y a un soir, justement, le 6 juin, on n'avait pas de navette pour nous ramener à Caen. Oui. Alors, je peux vous dire qu'on a fait un voyage dans un autobus de l'armée française parce qu'il n'était pas question de laisser le maire de Lévis sur le trottoir. Alors, ils nous ont permis d'entrer dans l'autobus qui habituellement est réservé. Délégations canadiennes, on passe à peu près partout. Et il n'était pas question de laisser le maire sur le trottoir ou même d'appeler un taxi. Ça, c'est... Ils nous ont permis d'entrer dans l'autobus de l'armée française qui n'est jamais permis. Et ben voilà, alors nous, on s'est dit c'était très intéressant d'avoir le réseau de monsieur le maire là-bas pour pouvoir faire ce transport. Oui, Alors, les contacts. Et c'était assez impressionnant parce qu'on était escortés par quatre policiers en moto en plus. Et on était avec les hauts gradés de l'armée française, imaginez-vous, qui nous ont dit pas question de laisser le maire de Lévis avec le régiment de la Chaudière. Donc, et là, ils nous ont dit, ben montez à bord. C'était intéressant. C'est vrai, c'est des anecdotes intéressantes. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Est-ce que j'ai une proposition de la levée de l'Assemblée? J'ai proposé, madame.